Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Merci de votre attention. Je m'appelle Hélène Durand. J'ai 64 ans, je suis comptable à la retraite et j'ai passé 40 années à faire tourner l'entreprise maritime de mon mari dans l'ombre, depuis les coulisses. Il y a 3 mois, Raymond, mon époux depuis 41 ans, s'est éteint. Il a laissé derrière lui un patrimoine de 48 millions d'euros et plus de souvenirs que je ne saurais compter. La nuit où tout a commencé, je me tenais dans le salon de mon fils, une longue table en noyer s'étendait entre nous, polie jusqu'à briller, éclairée par une lumière LED froide qui rendait chaque recoin de la pièce stérile. Les assiettes sur le buffet étincelaient comme si elles n'avaient jamais contenu le moindre repas. En face de moi était assis Benoît, mon fils unique, le garçon que j'avais autrefois bercé durant ses nuits de fièvre, l'homme que j'avais regardé partir dans un costume sur mesure pour son premier jour au cabinet. Maintenant, son ton était quelque chose que je n'avais jamais entendu auparavant. « Si tu ne signes pas ça, maman, dit-il en tapotant la pile de documents juridiques entre nous, tu ne fais plus partie de cette famille. » Je regardais l'entête, procuration, mon nom à l'encre noire, attendant ma signature, son nom inscrit sous le mien comme seul mandataire. Ma main devint glacée. Un souvenir surgit, la réunion au cabinet de Maître Lefebvre 2 semaines plus tôt. L'avocat de Raymond m'avait fait asseoir, ses lunettes descendues sur son nez, et avait lu le testament que Raymond avait signé. J'avais été désignée comme unique héritière de chaque centime, chaque action, chaque propriété. Mon fils et sa femme, Geneviève, n'étaient mentionnés que pour noter qu'ils avaient été pourvus durant leur vie d'adulte. Je me souviens de la façon dont le visage de Benoît s'était crispé tandis que Maître Lefebvre parlait. Je me souviens des lèvres de Geneviève qui s'étaient entr'ouvertes, puis pressées l'une contre l'autre comme si elles retenaient un juron. Et je me souviens de Maître Lefebvre me glissant une enveloppe séparée. Raymond a clairement exprimé ses intentions. Hélène, il voulait que vous soyez la gardienne de tout ce que vous avez construit ensemble. Ce soir-là, après la lecture du testament, Benoît n'appela pas. Geneviève n'envoya pas de message. Mais nous étions là maintenant, leur salle à manger lourde du parfum de cire de citron et de quelque chose de plus acéré, la vérité non dite que tout ceci n'était pas une question de deuil. C'était une question de contrôle. Benoît se pencha en avant, sa voix plus basse, plus tranchante. Papa a construit Maritime Durand pour que la famille vive bien. Tu n'as aucune idée de comment gérer 48 millions. Tu vas tout gaspiller. Signe ça et je gérerai tout pour nous tous. On s'occupera de toi. J'étudiai son visage. Les yeux de mon fils avaient la couleur de ceux de Raymond, mais rien de sa patience. Geneviève était assise à ses côtés, le dos droit, ses ongles manucurés posés sur le bord de la table. Elle souriait comme si nous discutions de projets de vacances. Réfléchis-y, Hélène, dit-elle. Tu n'as pas à gérer ce stress. Garde quelques millions pour toi. Vis tes vieux jours dans le confort. Laisse le vrai travail à Benoît. Ma voix resta calme. Ce n'est pas ce que ton père voulait. La machoire de Benoît se crispa. C'est ce qui est juste. Pendant un moment, je laissai le silence s'installer entre nous. Je pensais aux nuits où j'étais restée debout pour équilibrer les comptes de Raymond quand il était en mer. Les repas que j'avais préparés pour Benoît tout au long de sa scolarité. Les vêtements que j'avais raccommodés. Le linge que j'avais lavé. La vie que j'avais construite autour d'eux deux. Dans ma tête, j'entendais les mots se former. Ma vérité, simple et solide. J'étais celle qu'il avait chaque. Serviette pour ce garçon. Maintenant, il veut effacer ma vie de sa mémoire. Benoît fit glisser le stylo vers moi. Signe. Je tendis la main vers le stylo, mes doigts se refermèrent dessus, sentir son poids. Puis je le posai sur le papier, non pas pour signer, mais pour le repousser de l'autre côté de la table. Non. C'était juste un mot, mais il remplit la pièce. Le sourire de Geneviève vacilla. Les narines de Benoît frémirent. Tu fais une erreur, dit-il. Je me levai, lissant le devant de mon cardigan. J'ai fait des erreurs avant, Benoît. Celle-ci n'en est pas une. Ce soir-là, ils me mirent à la porte de l'appartement où j'avais vécu depuis que la santé de Raymond avait commencé à décliner. Un appartement que Benoît possédait commodément à travers l'une de ses sociétés immobilières. Je fis 2 valises depuis la véranda arrière sous le regard vigilant d'un agent de sécurité engagé, et je m'enfonçai dans l'obscurité vers la propriété de Raymond, au bord de la mer. Quand le soleil se leva, j'avais déverrouillé la porte d'entrée avec la clé que Raymond avait pressée dans ma main des années auparavant, en disant « Cet endroit sera toujours le tien, ma chérie ». Ce que je ne savais pas alors, c'est que le lendemain matin, Benoît viendrait la réclamer, descendant l'allée en trombe pour prendre ce qu'il croyait lui appartenir, et qu'il s'arrêterait net en voyant qui se tenait à mes côtés. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé, si vous croyez qu'il faut tenir bon quand la famille met votre valeur à l'épreuve, mettez un pouce, abonnez-vous et activez la cloche.
Cela aide à partager des histoires comme celle-ci avec d'autres qui ont besoin de les entendre, car parfois le nom le plus silencieux est la chose la plus forte que vous puissiez dire. J'avais 22 ans l'été où j'ai rencontré Raymond Durand. À cette époque, le port était ma seconde maison. Je travaillais comme employé dans un bureau portuaire exigu, enregistrant les manifestes, classant les connaissements et répondant à des téléphones qui ne cessaient jamais de sonner. Raymond était matelot sur un remorqueur taché de rouille, tout en peau hâlé par le soleil et un sourire qui pouvait fendre les matinées les plus grises. Je me souviens de la première fois où je l'ai vu, appuyé contre le bastingage, les manches retroussées, un thermos dans une main, de la graisse maculant sa mâchoire comme si elle lui appartenait. Il avait cette façon de vous regarder, stable et sans hâte, comme s'il mesurait la vérité sur votre visage. Nous avons parlé autour d'un café du distributeur dans la salle de repos du quai. À la troisième conversation, il me parlait de son rêve de posséder une flotte, de bâtir une entreprise à partir de rien, pour que personne ne puisse lui dire quand ni où travailler. J'avais entendu beaucoup d'hommes parler en grand, mais il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Moins de vantardise, plus de projets. Quand nous avons commencé à nous fréquenter, les rendez-vous n'étaient pas des dîners aux chandelles ou des soirées cinéma. C'étaient des déjeuners sur le pont du remorqueur, l'air épais de sel et de diesel. Je m'asseyais en tailleur sur un rouleau de cordage pendant qu'il mangeait un sandwich sorti d'un sac en papier craft, et parfois il sortait une pomme de sa poche, même avec les doigts glissants d'huile de moteur. Il la coupait soigneusement avec son couteau de poche et m'offrait la plus grosse moitié. Du carburant pour la comptable, disait-il, comme si tenir des registres et des plannings était aussi vital que gouverner le bateau. Quand nous nous sommes mariés, Raymond avait économisé assez pour acheter son premier navire comptant, un remorqueur fatigué mais solide nommé le Marin. Nous l'avons baptisé ensemble, lui avec la bouteille de champagne, moi avec un classeur plein de factures et un tableau de bord peint à la main. Il gérait la mer. Je gérais la terre. C'était notre pacte. Puis Benoît est arrivé. J'avais 26 ans. Raymond en avait 30. La maternité n'était pas quelque chose que j'avais planifié avec précision, mais quand Benoît est né, toute autre priorité s'est estompée. Raymond était en mer plus souvent qu'autrement, et je suis devenue la constante, les couches, les biberons de minuit, les visites chez le pédiatre, puis les dépôts à l'école et les devoirs à la table de la cuisine. Pendant un temps, j'ai essayé de garder mes propres clients de comptabilité à côté. Mais un hiver, quand Raymond a pris un remorquage risqué qu'il a gardé absent pendant des semaines, Benoît est tombé malade d'une pneumonie. Je me souviens assise dans la chambre d'hôpital sous cette lumière fluorescente vacillante, réalisant que je ne pouvais pas continuer à chevaucher deux mondes. J'ai laissé partir mes derniers clients, j'ai tourné mon attention entièrement vers le foyer et vers Maritime Durand. Soutenir l'entreprise depuis les coulisses signifiait plus que de la paperasse. Je répondais aux appels des fournisseurs quand Raymond était hors de portée radio. Je maintenais la paix à jour, même si cela signifiait livrer les chèques en main propre aux femmes des équipages. J'ai appris les rythmes du port si bien que je pouvais dire à l'odeur du vent si la flotte rentrerait tôt ou tard. Pour mon 30e anniversaire, Raymond m'a tendu une petite boîte en velours au petit déjeuner. À l'intérieur se trouvait une barrette en argent. Simple mais finement ouvragée, gravée de la date où nous avions lancé le Marin. Quelque chose pour garder tes cheveux loin de tes yeux quand tu travailles, dit-il. Mais je savais que c'était plus que cela. C'était un repère, un rappel de la vie que nous construisions côte à côte. Je la portais presque chaque jour. Même quand je pliais juste le linge ou préparais un pot-au-feu, elle était devenue partie de moi comme mon alliance l'était. Les années se sont fondues en décennies. Nous avons fait grandir l'entreprise d'un remorqueur à une flotte de 6 navires, ajouté un chantier de maintenance et ouvert un bureau qui ne sentait pas perpétuellement l'huile et les algues. Benoît a grandi avec le son des moteurs et des mouettes comme berceuses. Il passait ses étés à peindre les coques et à lover les cordages, même si Raymond ne l'a jamais poussé vers l'entreprise. Nous pensions lui donner le choix que nous n'avions jamais eu. La liberté de décider de son propre chemin. Avec le recul, c'était peut-être la première fissure. Benoît a vu le confort qui venait du travail acharné, mais pas toujours le travail lui-même, et moi, dans ma fierté silencieuse, je n'ai jamais pensé à lui montrer les livres de comptard dans la nuit. Les piles de factures impayées que je traquais. L'inquiétude silencieuse quand les prix du carburant s'envolaient. Pourtant, pendant la majeure partie de notre mariage, nous étions une équipe, même dans les désaccords. Raymond avait une façon de les terminer avec un hochement de tête, un demi-sourire, et on va trouver une solution, ma chérie. Et nous trouvions toujours. Cette barrette est restée avec moi à travers tout cela. Les réunions d'entreprise, les baptêmes de nouveaux navires, les fêtes de famille. Quand Raymond rentrait à la maison sentant les embruns, c'était la chose que j'attrapais sans y penser. Le petit morceau d'argent qui disait, peu importe ce qui changeait par ailleurs, certaines choses étaient ancrées. Je ne savais pas alors à quel point j'aurais besoin de cette encre. Pas avant que Raymond soit parti,
et que les courants dans ma propre famille tournent de façon que je n'aurais jamais pu imaginer. Raymond est mort un mardi matin de fin mai, au milieu de l'arrosage de ses rosiers. J'étais à l'intérieur en train de rincer la vaisselle du petit déjeuner, quand le bruit du tuyau d'arrosage tombant au sol m'a fait jeter un coup d'œil par la fenêtre. Il était allongé là sur l'allée de briques, sa main encore à moitié refermée comme s'il tenait le pistolet d'arrosage. Quand les secouristes sont arrivés, il n'y avait plus rien à faire. Ils ont dit que ça avait été rapide, qu'une crise cardiaque massive l'avait emporté avant même qu'il puisse sentir la douleur. La maison semblait vide après cela. La cuisine sentait les roses pendant des jours. Le tuyau était encore enroulé en tas humide là où je l'avais laissé. Des amis sont venus et repartis, apportant des gratins que je touchais à peine. Je traversais tout cela en pilote automatique, mon esprit rejouant notre dernière conversation, lui me rappelant de vérifier le courrier pour une pièce qu'il avait commandée. Moi lui disant de ne pas trop arroser les roses jaunes. À l'enterrement, je portais la barrette en argent qu'il m'avait offerte des décennies plus tôt. Elle oscillait sur ma tête comme une ancre. Benoît est arrivé en retard, déjà au téléphone en marchant vers la tombe, un doigt pressé contre son oreille. Geneviève traînait quelques pas derrière, ses talons s'enfonçant dans l'herbe. Elle a sorti son téléphone avant même que le service commence, le dirigeant vers les arrangements floraux autour du cercueil. Pour le poste de remerciement plus tard, murmura-t-elle comme si c'était une partie normale du deuil. Je restais immobile, les mains jointes, regardant les lèvres du prêtre bouger pendant que mon fils continuait de vérifier son écran. Quand la prière finale s'est terminée, les plus anciens membres de l'équipage de Raymond se sont alignés pour me serrer la main, leurs paumes rugueuses et chaudes. Benoît s'est éclipsé à mi-chemin, tapotant de nouveau sur son téléphone. 2 semaines plus tard, Maître Lefebvre a appelé. L'avocat de Raymond depuis plus de 30 ans. Maître Lefebvre avait été à la fois conseiller juridique et ami. Hélène, nous devons passer en revue le testament de Raymond. Pouvez-vous venir demain? Benoît sera là également. Son cabinet se trouvait dans un ancien bâtiment en pierre près du front de mer. L'odeur de l'air salé atteignait encore le hall d'entrée, se mêlant au parfum des vieux fauteuils en cuir. Benoît était déjà dans la salle de réunion quand je suis arrivée, portant un costume marine et un regard qui aurait pu trancher l'acier. Geneviève était assise à côté de lui dans un chemisier crème, faisant défiler son téléphone sans lever les yeux. Maître Lefebvre m'a accueilli d'un petit hochement de tête et m'a fait signe de m'asseoir. Il a ouvert un épais dossier, ajusté ses lunettes, et a commencé à lire de cette manière régulière et délibérée qui était la sienne. Je sous-signais, Raymond Durand, saint de corps et d'esprit, lègue par la présente tous mes biens, personnels, financiers et commerciaux à mon épouse, Hélène Marie Durand. Ceci inclut, mais sans illimité, tous les comptes bancaires, investissements, biens immobiliers, et la pleine propriété de Maritime Durand, évaluée à environ 48 millions d'euros. Je ne fais aucune disposition pour mon fils, Benoît Durand, ou son épouse, Geneviève Durand, car ils ont été pourvus durant leur vie d'adulte. Les mots sont tombés comme des pierres dans un étang immobile. J'ai senti la pièce devenir silencieuse, l'air lourd. Le visage de Benoît s'est vidé de couleur, puis a rougi intensément. Le téléphone de Geneviève a glissé de sa main sur la table avec un bruit sourd. Maître Lefebvre a continué. Raymond a exécuté ce testament le 10 février de l'année dernière. À cette époque, il a subi une évaluation médicale complète pour confirmer sa capacité. J'ai ici le certificat du docteur Lemaire, attestant qu'il était sain d'esprit et comprenait toutes les dispositions. Il a fait glisser le document vers moi sur la table. Benoît l'a attrapé avant que je puisse le toucher. C'est ridicule, a-t-il lancé. Papa ne m'aurait jamais exclu. Pas à moins que quelqu'un ne l'ait convaincu de le faire. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens, vifs et accusateurs. Qu'est-ce que tu lui as dit, maman? J'ai gardé ma voix égale. Rien qu'il ne savait pas déjà. Geneviève s'est penchée en avant, son ton sucré mais ses yeux durs. Tu ne peux pas diriger une entreprise, Hélène. Benoît s'y prépare depuis toute sa vie. Laisse-le porter ce fardeau. Maître Lefebvre s'est raclé la gorge. La décision de Raymond était claire et délibérée. Il voulait qu'Hélène ait le contrôle total. Benoît a repoussé sa chaise de la table, les pieds raclant le parquet. On verra ça. Ce n'est pas fini. Je n'ai pas répondu. J'ai juste tendu la main vers la barrette en argent à l'arrière de ma tête, la pressant légèrement entre mes doigts, et j'ai attendu la tempête que je savais venir. Ce soir-là, Benoît a appelé et m'a demandé de venir chez lui. Sa voix était sèche, professionnelle, comme celle de Raymond l'était autrefois quand il négociait avec un fournisseur. J'ai conduit jusque-là sous un ciel bas et meurtri, l'air épais de la promesse de pluie. Leur salle à manger ressemblait à une photo de magazine de décoration, lumière tamisée de suspension, table en bois poli, un centre de table de lys blanc qui sentait trop sucré.
Geneviève m'a accueilli avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux et m'a versé un verre de vin avant que je puisse refuser. Nous avons discuté, commença-t-elle en glissant sur sa chaise à côté de Benoît. Cette situation pourrait encore fonctionner pour tout le monde. Tu as hérité de temps, Hélène. Plus que quiconque n'a besoin pour une vie entière. Ce qui est juste, c'est de partager. Elle a dit le mot partager, comme si c'était un cadeau que je lui refusais. Benoît s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur la table. Elle a raison. 48 millions, c'est beaucoup à gérer. C'est compliqué. Tu n'es pas habitué à ce genre de responsabilité. Laisse-moi m'en occuper. On gardera tout dans la famille. J'ai siroté le vin, laissant le silence s'étirer. Raymond voulait que je prenne ses décisions. La bouche de Benoît s'est crispée. Papa voulait que la famille soit prise en charge. C'est ce que je fais. Mais si tu insistes pour tout garder, tu pourrais trouver ta vie moins confortable. J'ai croisé son regard. C'est une menace? Il s'est adossé, son ton presque désinvolte. Tu sais cet appartement où tu vis, celui près de la marina? Je possède l'immeuble à travers l'une de mes SCI. Si nous ne pouvons pas trouver un accord, je pourrais faire résilier ton bail. Tu devrais déménager rapidement. Les mots ont frappé comme de l'eau glacée. Pendant une seconde, j'ai eu l'impression que le sol avait basculé, comme si j'étais de retour sur un pont par gros temps sans rien à quoi m'accrocher. Mon propre fils, le garçon à qui j'avais appris à nager, menaçait de me pousser en pleine mer sans bouée de sauvetage. Geneviève a tendu la main vers la mienne à travers la table, ses bagues scintillant dans la lumière. Ça ne doit pas devenir laid. Cède le contrôle. Garde quelques millions pour toi et vis sans stress. N'est-ce pas mieux que de se battre? J'ai regardé ses doigts, parfaitement manucurés, posés légèrement sur les miens comme si elle offrait du réconfort au lieu de fermer un piège. J'ai pensé aux nuits où j'étais restée debout avec les fièvres de Benoît, au déjeuner que j'avais préparé, aux fois où j'avais raccommodé ses chemises avant un entretien important. Tout cela semblait se réduire à un point d'épingle en ce moment, englouti par le calcul froid dans sa voix. J'ai posé mon verre et me suis levée. Merci pour le dîner. Je vais me raccompagner. La voix de Benoît m'a suivie. Réfléchis-y, maman. C'est ta dernière chance de prendre la bonne décision. Dehors, la pluie s'était enfin déchaînée, régulière et implacable. J'ai marché jusqu'à ma voiture, mais au lieu de démarrer le moteur, je suis restée assise là une longue minute, écoutant le tambourinement sur le toit. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de la connaissance aiguë et claire qu'une ligne avait été franchie. J'ai vu Benoît à 5 ans serrant un petit remorqueur en plastique. Dans la baignoire. Je l'avais acheté à la boutique de souvenirs du port avec mes pourboires. Son visage s'était illuminé quand la petite corne avait vraiment fonctionné, le son rebondissant sur les murs carrelés. Je peux l'emmener pour le montrer à papa quand il rentrera? Avait-il demandé, l'eau dégoulinant de son menton. Ce même garçon était maintenant un homme qui m'offrait un ultimatum à une table de salle à manger valant plus que ma première voiture. Ça n'avait pas de sens. Quelque part entre cette baignoire et ce soir, j'avais perdu mon fils au profit de quelque chose que je ne pouvais pas nommer. De retour à l'appartement, la lumière de sécurité s'est allumée quand j'ai ouvert la porte. Je suis allée directement au placard de la chambre et j'ai sorti 2 valises. Dedans sont allés l'essentiel, vêtements, articles de toilette, le dossier de documents importants que je gardais dans le classeur. Du haut de l'étagère, j'ai attrapé la petite boîte en cèdre que Raymond avait sculptée des années auparavant. À l'intérieur se trouvaient les lettres qu'il m'avait écrites au fil des décennies, attachées en liasse avec de la ficelle. J'ai glissé la boîte dans mon sac. Quand j'ai fermé la dernière valise, j'ai regardé autour de la pièce une dernière fois. Les meubles, les photos encadrées, les rideaux que j'avais cousus moi-même. Tout cela semblait appartenir à une autre vie. J'ai roulé les valises jusqu'à la porte, attrapé mon imperméable, et suis sorti. Le couloir sentait faiblement le béton mouillé. J'ai verrouillé la porte derrière moi, non pas parce que je m'attendais à revenir, mais parce que la laisser ouverte ressemblait trop à une capitulation. Quand j'ai atteint le parking, la pluie traversait mon manteau. J'ai chargé les valises dans le coffre et posé délicatement la boîte en cèdre sur le siège passager. En glissant du côté conducteur, j'ai aperçu mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre, cheveux mouillés, visage déterminé, regard ferme. J'ai démarré le moteur et suis parti, les essuie-glaces balayant d'avant en arrière dans un rythme régulier. Quelque part là-bas, au-delà du rideau de pluie, se trouvait la maison de Raymond au bord de la mer. L'endroit qu'il m'avait dit serait toujours le mien. Ce soir, ce serait mon havre. Le trajet jusqu'à la côte a pris un peu plus d'1 heure. L'autoroute était presque déserte à cette heure tardive. La pluie m'a tenu compagnie tout le long du chemin, s'adoucissant en bruine à mesure que j'approchais de l'eau. Quand j'ai tourné dans l'étroite route qui menait à la maison de Raymond, l'odeur de sel et de pain m'a frappé comme une vague.
Les phares ont balayé le porche familier, les bardeaux de cèdre assombris par l'humidité. Je me suis souvenu de l'été où Benoît avait 12 ans, comment il avait aidé Raymond à remplacer ses bardeaux, ses petites mains luttant avec le marteau, déterminé à prouver qu'il pouvait faire un travail d'homme. La patience de Raymond, tandis qu'il lui montrait encore et encore comment aligner les clous. Ils avaient travaillé côte à côte pendant 3 jours, et quand ils avaient terminé, Benoît s'était reculé, le visage rayonnant de fierté. On a construit quelque chose qui va durer, pas vrai, papa? Raymond avait serré son épaule. C'est tout l'intérêt, fiston. Maintenant, j'ai déverrouillé la porte, la clé s'insérant aussi facilement que le jour où il me l'avait donnée. Les gonds ont grincé au même endroit, un son qui ressemblait à un accueil. À l'intérieur, l'air gardait le léger parfum du bois de pin et la trace du cologne de Raymond, celle avec une touche de bois de santal qu'il portait tous les jours. Son imperméable pendait encore près de la porte. Les poignets raides de la dernière tempête où il avait été surpris. J'ai posé les valises juste à l'intérieur, mais je n'ai pas défait les bagages. Le grondement sourd de l'océan traversait les murs, régulier et profond, m'ancrant. J'ai traversé les pièces lentement, mes doigts effleurant les surfaces comme pour saluer de vieux amis. Le tapis du salon gardait encore un petit pli là, où il avait un jour renversé du café et ri de sa propre maladresse. Sur la cheminée, l'horloge tissiquait doucement, gardant le temps comme si rien n'avait changé. Dans la cuisine, j'ai allumé la lumière au-dessus de la cuisinière. La lueur jaune chaude adoucissait tout, le bois usé des placards, les pots en céramique pâle étiquetés de mon écriture, le bord ébréché du plan de travail où Raymond s'appuyait en me racontant sa journée. J'ai passé ma main sur la surface fraîche, me souvenant des innombrables dîners que nous avions cuisinés côte à côte ici. J'ai ouvert le tiroir du haut près du réfrigérateur où Raymond gardait des petites bricoles, élastiques, clés de rechange, un canif. Sous une serviette en lin pliée se trouvait une petite enveloppe avec mon nom dessus de son écriture. Mon souffle s'est arrêté. Le papier était épais et l'encre avait légèrement bavé aux courbes des lettres. Je me suis assise à la table de la cuisine avant de l'ouvrir, les pieds de la chaise raclant doucement le sol. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres. Ces mots étaient simples. Garde-la et utilise-la comme bon te semble. Pas besoin d'explication. Je te fais confiance. L'écriture penchait un peu comme s'il l'avait écrite rapidement, mais il n'y avait rien de précipité dans le poids de ces mots. Ma gorge s'est serrée. Raymond n'avait jamais été un homme de long discours, mais quand il disait quelque chose, cela s'enracinait en vous. J'ai posé la lettre et j'ai plongé la main dans la poche de mon manteau pour prendre la barrette en argent. Le métal était frais contre ma paume. La surface était encore lisse sauf pour une minuscule rayure sur le fermoir. Il me l'avait offerte quand j'ai eu 30 ans, disant qu'elle lui rappelait le clair de lune sur l'eau. Je ne l'avais pas portée depuis des années. Mais maintenant, la tenant dans cette maison, elle ressemblait à l'encre vers laquelle je n'avais pas réalisé que je dérivais. Je me suis adossée à la chaise, le bourdonnement du réfrigérateur et le battement de cœur de l'océan se fondant en un rythme régulier. Dehors, par la fenêtre de la cuisine, les vagues déferlaient, leurs crêtes captant le peu de lumière filtrant à travers les nuages. Je pouvais presque entendre la voix de Raymond, basse et calme, me disant que les tempêtes passent et que la marée revient toujours. Je suis restée là longtemps. La lettre ouverte à côté de moi, ma main posée sur la barrette. Cette maison était plus que des murs et un toit. C'était le dernier endroit qui nous appartenait entièrement, intact des revendications de quiconque. Ce soir, elle est devenue mon sanctuaire. Demain, ce serait l'endroit où je recommencerais. La lumière du matin sur cette partie de la côte arrivait toujours lentement, filtrée par la brume avant d'atteindre les fenêtres. J'étais encore en robe de chambre quand j'ai entendu des pneus sur le gravier et le murmure sourd de voix. Quand j'ai ouvert la porte d'entrée, Maître Lefebvre se tenait là avec son attaché-caisse en cuir, et à côté de lui une femme en manteau marine ajusté, ses cheveux bruns épinglés soigneusement en arrière. Derrière eux, un homme aux larges épaules en coupe-vent portait ce qui ressemblait à un vieux livre de bord en toile. Hélène, Maître Lefebvre m'a salué avec ce ton mesuré qu'il utilisait toujours quand les affaires comptaient. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Il y a quelques personnes que Raymond voulait vous faire rencontrer. Enfin, rencontrer dans un cas. La femme s'est avancée. Marianne Lopez, dit-elle en tendant la main. Sa poignée était chaude, ferme. Je me suis occupée des affaires financières de votre mari ces 15 dernières années. L'homme a hoché la tête. Martin Mercier, capitaine de port à Maritime-Durand. J'ai travaillé avec Raymond depuis qu'il a noué son premier cordage au quai. Sa voix portait la cadence tranquille de quelqu'un qui avait passé sa vie près de l'eau. Je les ai fait entrer, l'odeur du café flottant encore dans l'air. Nous nous sommes assis autour de la table de la cuisine, la même où Raymond et moi avions pris tant de décisions, grandes et petites. Marianne a fait glisser un dossier relié de cuir vers moi. Voici les portefeuilles d'actifs complets,
immobilier, investissement, participation dans l'entreprise. Raymond gardait tout à votre nom ou dans le trust, séparé de toute revendication extérieure. Il était méticuleux. J'ai tracé le bord du dossier avec mon doigt avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvaient des onglets étiquetés avec une précision nette, des propriétés que j'avais à moitié oubliées, des comptes avec une croissance régulière et tranquille. Il n'y avait pas d'excès, pas de désordre caché, juste le genre de structure soigneuse en laquelle Raymond avait toujours cru. Martin a posé le livre de bord sur la table ensuite, sa couverture éraflée par des années d'air salin. Il m'a dit de vous apporter ça quand le moment viendrait, a dit Martin. Ce ne sont pas des registres commerciaux. Ce sont ses propres notes. Les pages sentaient faiblement l'huile et la mer. L'écriture de Raymond les remplissait. Horaires des marées, journaux de réparation, croquis de plans de quai. Puis plus loin, des mots qui ont fait serrer ma poitrine. 12 juin 2019, Benoît a encore demandé à vendre le port à ce groupe de promoteurs immobiliers. Je lui ai dit non. L'eau est notre ligne de vie, pas une monnaie d'échange. Hélène comprend ça. Elle voit le port pour ce qu'il est. Du travail, un héritage, une communauté. C'est pourquoi il devrait être à elle quand je serai parti. J'ai cligné des yeux, les mots nageant un instant. Raymond n'avait pas dit grand-chose sur cette réunion à l'époque, il avait juste mentionné que Benoît avait des idées. Mais c'était là, de sa propre main, le raisonnement mis à nu. Une autre entrée, 4 août 2021. Si Maître Lefebvre lit ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Assurez-vous qu'Hélène sache qu'elle a le dernier mot. Elle a traversé des tempêtes que je ne peux même pas nommer. C'est pourquoi elle protégera ce qui compte. J'ai fermé le livre soigneusement, ma main posée sur la couverture usée. Pour la première fois depuis les funérailles de Raymond, j'ai ressenti autre chose qu'un chagrin creux. C'était la forme d'une vérité. Raymond m'avait choisi, non par habitude ou obligation, mais par confiance. Maître Lefebvre s'est légèrement adossé, m'observant. Il ne gardait pas beaucoup de gens proches, Hélène. Mais ceux qu'il gardait, eh bien, vous les regardez. Marianne a Surrey Fablement. Nous sommes là pour vous. Non pas parce que c'est notre travail, mais parce que Raymond a clairement dit que vous êtes celle qui doit porter cela en avant. Cela m'a frappé alors, c'était mon équipe maintenant. Pas une famille par le sang, mais par le choix. Des gens qui connaissaient les principes de Raymond, qui respectaient ce que nous avions construit. Des gens qui n'étaient pas là pour prendre, mais pour se tenir à mes côtés. J'ai versé plus de café, mes mains plus stables qu'elles ne l'avaient été depuis des jours. Dehors, la marée montait, l'eau poussant doucement contre les pilotis. À l'intérieur, j'ai senti un calme changement, comme la quille d'un bateau trouvant son équilibre après une vague soudaine. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'étais pas seule. Pas vraiment. Le message est arrivé juste après le dîner, quand la cuisine était silencieuse, excepté le bourdonnement du réfrigérateur. Mon téléphone s'est allumé avec le nom de Benoît. Les mots secs et froids. Demain, 9 heures. Je viens chercher les affaires de papa. Ne complique pas les choses. Je l'ai lu 2 fois, mon pouce planant au-dessus de l'écran. Il n'y avait pas de salutation, pas de questions, pas même un s'il te plaît, juste une attente comme s'il envoyait un coursier récupérer un colis. Maître Lefebvre était encore assis à la table, passant en revue des documents avec Marianne. J'ai fait glisser le téléphone vers lui, ses yeux se sont plissés en lisant. Qu'il vienne, dit-il après un temps, sa voix basse et certaine. Nous serons prêts. Je l'ai regardé. Maître Lefebvre, je ne cherche pas la guerre. Il a secoué la tête. Ce n'est pas une guerre, Hélène. C'est une ligne dans le sable. Ils ne peuvent pas décider ce qui est à eux juste en le disant. Vous avez le testament, le trust, le titre de propriété, et la loi de votre côté. Mais vous avez aussi quelque chose de plus puissant. Ils savent que vous n'avez pas peur de tenir seul. Je voulais le croire, mais mon estomac était noué. De la même façon qu'il avait été la première fois que j'avais envoyé Benoît à la maternelle et l'avais regardé pleurer à la porte. À cette époque, je voulais le prendre dans mes bras et rendre le monde doux pour lui. Maintenant, c'était lui qui amenait la tempête à ma porte. Après le départ de Maître Lefebvre et Marianne, j'ai traversé la maison lentement. L'imperméable de Raymond pendait encore près de la porte, ses bottes alignées soigneusement en dessous. Sur la cheminée, la barrette en argent qu'il m'avait offerte à 30 en reposait dans un petit plat en verre, captant la lumière de la lampe. Ce petit morceau de métal avait traversé chaque déménagement, chaque saison. Je l'ai glissé dans ma poche sans y penser. À l'étage, j'ai ouvert le coffre en cèdre au pied du lit. À l'intérieur se trouvaient les lettres que Raymond m'avait écrites au fil des ans, l'encre s'estompant mais les mots toujours forts. Je les ai posés soigneusement dans la boîte en bois que j'avais apportée de chez Benoît avec la photo encadrée de notre 25e anniversaire de mariage.
Si Benoît voulait venir chercher les affaires de papa, il ne les trouverait pas traînants. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Au lieu de cela, je me suis assise à la table de la cuisine avec une tasse de tisane à la camomille, faisant une liste silencieuse. Maître Lefebvre avait organisé la venue d'un notaire le matin avec Martin Duport. Marianne reviendrait aussi, avec des copies de chaque document pertinent. Il ne s'agissait pas de verrouiller l'endroit. Il s'agissait de rendre clair que ce n'était pas une maison abandonnée où il pouvait simplement entrer. C'était ma maison maintenant. À un moment après minuit, la pluie a commencé, douce d'abord, puis régulière contre les fenêtres. J'ai pensé à cette nuit chez Benoît, sortant sous l'averse avec mes valises, comme le froid m'avait frappé, comme le son de la porte se fermant derrière moi avait résonné dans ma poitrine. Je m'étais sentie alors comme si j'étais poussée en pleine mer sans gilet de sauvetage. Mais cette fois était différente. Cette fois, j'étais seule sur le rivage regardant la marée monter, choisissant où me tenir. À 4 heures du matin, j'étais habillée et prête. La maison sentait faiblement le café que j'avais mis à passer. J'ai attaché mes cheveux en arrière, les fixant avec la barrette en argent. Mon reflet dans la fenêtre était plus calme que je ne l'avais attendu, ridé par les années, oui, mais le regard ferme. L'horloge avançait vers le matin. Je savais que le coup à la porte viendrait. Je savais aussi que quand il viendrait, j'ouvrirais la porte, non pas comme quelqu'un attendant de voir ce qu'il prendrait, mais comme la gardienne de ce que Raymond m'avait confié. Je ne cherchais pas le combat, mais j'en avais fini qu'on me dise de m'écarter. Juste après le lever du soleil, il y eut un coup à la porte de derrière, doux, familier. J'ai ouvert pour trouver André Martin enveloppé dans un châle de laine, ses cheveux argentés soigneusement rentrés sous un chapeau de pluie. Elle avait été juge à la cour d'appel pendant 30 ans avant de prendre sa retraite sur cette portion de côte, et elle avait le genre de présence qui faisait que même le silence ressemblait à un verdict. Elle est entrée sans demander, posant un panier de pain au raisin sur le comptoir. J'ai entendu ce qui se passait, dit-elle, ses yeux stables sur les miens. Si ça en arrive là, je serai votre témoin. Son étreinte était chaleureuse mais ferme, le genre qui vous dit que quelqu'un a déjà décidé d'être de votre côté. Je n'avais pas réalisé jusqu'alors à quel point j'en avais besoin. Merci, ai-je dit, et je le pensais plus qu'elle ne pouvait le savoir. Marianne est arrivée ensuite, sa sacoche d'ordinateur en bandoulière. Elle est allée directement à la table de la salle à manger, installant son ordinateur et une petite imprimante portable. J'ai téléchargé tous les fichiers pertinents, dit-elle, ses doigts déjà en mouvement. Relevé bancaire, document du trust, le titre de propriété mis à jour, tout horodaté et notarié. Martin est entré juste derrière elle, portant un gros classeur. J'ai fait des copies papier des journaux de bord du port de Raymond et de ses entrées de journal personnel, dit-il. Ce sont les pages qui mentionnent Benoît et ses offres de vente. Il a tapé sur une section marquée. C'est là que Raymond écrit que le port restera dans la famille, mais à votre nom seulement. Maître Lefebvre est arrivé en dernier, son manteau encore humide du brouillard. Il a posé son attaché-caisse et sorti un dossier. La sécurité est en attente. 2 hommes du cabinet seront postés à l'entrée. J'ai aussi programmé l'installation de caméras cet après-midi, même s'ils essaient de transformer ça en scène émotionnelle, nous aurons un enregistrement clair de tout. J'ai senti un calme bourdonnement de préparation dans la maison, comme si chaque personne apportait avec elle une autre couche de défense, une autre raison de tenir bon. Quand ils se sont installés dans leurs tâches, je me suis éloignée un moment. La fenêtre du salon encadrait la mer dans une douce lumière grise. Dehors, la marée montait, lente et certaine, les bords blancs des vagues se repliant contre le rivage. J'ai posé ma main sur le rebord de la fenêtre, et le souvenir est revenu en couleurs vives. Raymond, le jour où nous avons signé l'acte de cette maison, pressant les clés dans ma paume. C'est à toi autant qu'à moi, avait-il dit. Si je pars un jour, je te veux ici en sécurité. C'était il y a des années, avant que Benoît ne se durcisse en quelqu'un que je reconnaissais à peine. À l'époque, les clés ressemblaient à un geste d'amour. Maintenant, elles ressemblaient à une promesse que j'étais obligée de tenir. Je suis restée là un moment, laissant le son des vagues me traverser. Aujourd'hui ne serait pas facile, mais les gens dans cette maison et la piste documentaire que nous avions construite étaient plus qu'une défense. Ils étaient la preuve que je n'étais pas seule. Pas vraiment. Derrière moi, je pouvais entendre le murmure discret des voix, le tapotement des touches, le froissement des papiers. Chaque son était une pièce du mur que nous construisions brique par brique entre ma vie et la tempête sur le point de frapper à la porte. Quand je me suis enfin détournée de la fenêtre, je me sentais plus stable. Non pas parce que je croyais que Benoît reculerait, mais parce que je savais que j'étais prête pour tout ce qui viendrait, et la préparation, j'avais appris, était sa propre forme de paix. À exactement 9 heures, le son de pneus crissant sur le gravier a brisé le silence. Je me tenais dans le salon, les mains lâchement jointes,
regardant par la fenêtre de devant le SUV de Benoît apparaître. Geneviève était sur le siège passager, lunettes de soleil malgré la matinée nuageuse. Ils n'ont pas regardé la maison avant que le moteur ne s'arrête. Au moment où ils sont entrés, leurs expressions ont changé. Ils m'avaient attendue seule. Peut-être incertaine, peut-être suppliante. Au lieu de cela, ils ont trouvé maître Lefebvre assis à la table de la salle à manger avec une pile nette de documents, Marianne avec son ordinateur ouvert et l'imprimante bourdonnant doucement, Martin avec le journal de bord du port posé sur son genou, et André dans le fauteuil près de la fenêtre, son châle plié sur ses genoux comme si elle avait tout son temps. La voix de Benoît était sèche. Nous sommes là pour les effets personnels de papa. Maître Lefebvre ne s'est pas levé, mais son regard était ferme. Nous serons heureux de passer en revue tout ce qui vous appartient légalement, Benoît. Mais d'abord, il y a quelques points à clarifier. Geneviève a croisé les bras, ses yeux passant rapidement sur moi. Nous n'avons pas de temps pour les jeux. Marianne a tourné l'ordinateur vers eux, la lueur de l'écran se reflétant dans ses lunettes. Ce n'est pas un jeu. Ce sont les registres de chaque transaction financière des 4 dernières années où des fonds de l'entreprise ont été transférés vers des comptes contrôlés par vous, Benoît. Pas des prêts à l'entreprise, des dépenses personnelles. Ils totalisent plus de 240 000 €. Aucun remboursé. Elle a tapé sur la barre d'espace, faisant apparaître un autre document. Voici vos accusés de réception signés pour chaque retrait. La mâchoire de Benoît a travaillé, mais il n'a pas parlé. Geneviève s'est agitée à côté de lui, le premier frémissement de malaise traversant son visage. Martin s'est alors levé, ouvrant le journal de bord du port. Sa voix était égale, portant l'autorité calme de quelqu'un habitué à parler par-dessus le vent. Raymond prenait des notes après chaque réunion sur l'avenir du port. Voici une entrée du 12 juin 2019. Il a lu à voix haute les mots exacts de Raymond sur son refus de la demande de Benoît de vendre au promoteur, sur le fait de garder le port et la famille sous ma garde seule. La main de Benoît s'est serrée en poing. C'est son écriture, pas sa voix. Vous avez tous déformé. Je me suis alors avancée, sans élever la voix. Tu t'inquiètes de perdre la face, Benoît. Moi, je m'inquiète de me perdre moi-même. La pièce est devenue très silencieuse. C'était une phrase que je n'avais pas prévue, mais elle a atterri avec le poids de la vérité. Ses yeux ont vacillé juste une seconde, comme s'il m'avait entendu avant de décider de ne pas le faire. Je suis ta mère, ai-je continué, mon ton ferme. Et j'ai passé des décennies à protéger cette famille. Je l'ai fait tranquillement, sans demander de reconnaissance, sans rien exiger en retour. Mais ceci, j'ai désigné les papiers, le livre de bord, les personnes dans la pièce, ceci n'est pas une question de sentiments blessés. C'est une question de faits juridiques, documentés. Maître Lefebvre a fait glisser une enveloppe Kraft vers Benoît. Des copies pour vos dossiers. Si vous souhaitez contester, nous serons prêts à répondre devant le tribunal, mais je vous le déconseille. Geneviève a ouvert la bouche, mais André a parlé pour la première fois, sa voix calme et inflexible. J'ai présidé suffisamment d'audience pour savoir quand un dossier est hermétique. Si vous poussez cela, vous perdrez plus que ce pourquoi vous êtes venu. Le regard de Benoît a balayé la pièce à nouveau, s'attardant sur chaque visage. J'ai vu le calcul dans ses yeux, le rapide calcul de la fierté contre la probabilité. Il a pris l'enveloppe, mais ne l'a pas ouverte. Je pensais qu'au moins tu essaierais de travailler avec nous, dit-il finalement. J'essaie de travailler avec toi, ai-je dit, toujours sans chaleur. Je te donne la chance de sortir par cette porte avec dignité. Ce que tu en fais, c'est à toi de voir. Pas de cris, pas d'insultes, juste la vérité posée sur la table, aussi indéniable que la marée frappant le rivage dehors. J'ai attendu que Benoît ait la main sur la poignée de la porte avant de parler à nouveau. Ma voix était basse, mais elle portait. Il y a quelque chose que tu ne sais pas, ai-je dit. Il s'est arrêté, les épaules se raidissant, mais ne s'est pas retourné. Geneviève a regardé entre nous, la suspicion écrite sur son visage. Je me suis approchée, me stabilisant avec le dossier d'une chaise. Raymond n'avait pas toujours prévu de me laisser l'entreprise. Pendant des années, son intention était de te la transmettre, Benoît. Il croyait que ce serait ton héritage. Il en parlait souvent, comme il serait fier de te voir continuer ce qu'il avait commencé. Ça l'a fait se retourner. Son expression était sur la défensive, mais il y avait une lueur de quelque chose. Espoir, confusion, peut-être les deux. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? J'ai pris une lente inspiration. Parce qu'un après-midi, il est entré dans le bureau du port et t'a entendu. Tu parlais à un promoteur de vendre la propriété, pas seulement les quais, tout. Les emplacements, l'entrepôt, la station de ravitaillement. La vente aurait vidé la communauté d'ici.
Des dizaines de familles auraient perdu leur gagne-pain. Son visage a changé, le calcul vacillant pour la première fois. C'était juste une conversation, dit-il rapidement. Rien n'avait été décidé. C'était suffisant pour lui, ai-je répondu. Raymond croyait qu'il fallait garder le port vivant parce qu'il gardait cette ville vivante. Quand il a réalisé que tu ne voyais pas les choses de cette façon, il a changé le testament tranquillement, sans te le dire. Sans le dire à personne sauf à moi. Le silence a rempli la pièce, lourd et ininterrompu. Même Geneviève restait immobile, les bras décroisés. Le regard de Benoît s'est baissé un moment, puis s'est relevé, plus vif maintenant, comme s'il voulait argumenter mais ne trouvait pas les mots. Je n'ai pas insisté. Je n'ai pas élevé la voix ni rempli l'air d'accusation. J'ai laissé la vérité reposer entre nous, solide et immobile, comme Raymond l'avait laissé. Tu crois que c'est une question d'argent ? Ai-je dit finalement. Ça ne l'est pas. C'est une question de responsabilité. Raymond m'a confié quelque chose de plus grand que nous deux, parce qu'il savait que je ne le vendrais pas pour un gain rapide. Il savait que je protégerais les gens qui en dépendent. La mâchoire de Benoît s'est crispée, et pendant un moment j'ai pensé qu'il allait peut-être dire qu'il comprenait, mais le moment est passé. Sans un mot de plus, il a ouvert la porte. L'air froid du matin s'est engouffré, portant l'odeur de la mer. Il est sorti, Geneviève suivant de près, leur pas s'éloignant sur le chemin de gravier. Je suis restée là jusqu'à ce que je ne puisse plus les entendre, ma main posée légèrement sur le chambranle de la porte. Je ne l'avais pas convaincu, mais je n'en avais pas eu besoin. La vérité n'était plus enterrée, et je l'avais prononcée à voix haute, non pas pour le conquérir, mais pour me rappeler pourquoi je tenais bon. Quand j'ai fermé la porte, la maison semblait plus silencieuse, mais pas vide. Elle ressemblait à un endroit où la voix de Raymond pouvait encore être entendue, même dans l'immobilité. Et c'était suffisant pour moi. Le silence est venu en premier. Pas d'appel, pas de message, pas de courriels inattendus. Benoît avait complètement disparu, comme si couper le cordon pouvait effacer les 38 dernières années de notre vie partagée. Je lui avais donné naissance, tenu sa main à travers la rougeole et les lettres de refus de l'université, mais maintenant il n'y avait qu'un espace vide là où mon fils avait été. Le silence aurait pu être plus facile à supporter sans les murmures. Un matin, autour d'un café au petit bistrot près de la marina, j'ai remarqué 2 femmes de la chambre de commerce penchées à la table voisine. Elles ne m'ont pas vue au début, mais leurs paroles portaient juste assez. Elles s'accrochent à l'entreprise pour le pouvoir, dit l'une. J'ai entendu dire qu'elle avait poussé son propre fils dehors. Plus tard cet après-midi-là, Martin est passé et a fermé la porte derrière lui. Geneviève fait le tour, dit-il. Prudemment. Elle ne vous nomme pas directement, mais elle dit aux gens que le port est en difficulté, que vous êtes instable. Le mot a atterri comme une pierre dans ma poitrine. J'avais passé des décennies à bâtir une réputation de main stable et de décision calme. Maintenant, avec quelques insinuations soigneusement distillées, Geneviève essayait de tout défaire. Je me suis tenue au comptoir de la cuisine, mes doigts se refermant sur le bord jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. J'aurais pu l'affronter publiquement. J'aurais pu la traiter de menteuse dans les mêmes réunions qu'elle fréquentait. Mais à quoi cela aurait-il servi ? Cela m'aurait entraînée dans l'arène même qu'elle voulait, un spectacle public, et je refusais d'entrer dans son ring. Ce soir-là, je me suis assise à la petite coiffeuse dans la chambre que Raymond et moi avions autrefois partagée. La barrette en argent qu'il m'avait offerte pour mon 30e anniversaire reposait dans son écrin doublé de velours. Je l'ai soulevée, sentant le poids familier dans ma main. Elle avait toujours été plus qu'un accessoire. C'était un petit morceau d'armure, un rappel de qui j'étais avant que l'opinion de quiconque n'essaie de me définir. En la glissant dans mes cheveux, captant la lumière de la lampe de chevet, j'ai réalisé que j'accomplissais un rituel. Chaque fois que je quittais la maison maintenant, que ce soit pour marcher sur les quais, assister à une réunion du conseil, ou faire mes courses, je la portais non pas pour faire une déclaration aux autres, mais pour m'ancrer moi-même. Dans le silence de cette pièce, j'ai parlé à voix haute une seule fois. Pardonner ne signifie pas que je te laisse recommencer. Les mots étaient pour Benoît, pour Geneviève, et peut-être pour moi-même. Je pouvais pardonner la blessure suffisamment pour vivre sans amertume. Mais le pardon n'était pas une porte tournante. C'était une ligne de démarcation. Une fois franchie, quelque chose devait changer. J'ai commencé à ajuster mes habitudes. Les réunions se tenaient dans mon espace, à mes conditions. Marianne assistait à chaque discussion importante, non pas parce que je doutais de ma propre mémoire ou de ma résolution, mais parce que cela envoyait un message, je ne suis pas seule. Martin a renforcé sa surveillance au port, maintenant les opérations si fluides que toute rumeur sur l'instabilité sonnait creux. Les appels de la chambre continuaient d'arriver. Des invitations polies pour clarifier les choses, pour rétablir la vérité. J'ai décliné chacune d'elles. S'il voulait connaître la vérité, il pouvait venir à la source.
Je n'allais pas courir après leur approbation. Les semaines ont passé et les commérages ont commencé à perdre leur éclat. Les gens s'ennuient quand vous ne jouez pas le rôle qu'ils attendent. J'ai continué mon travail, payé mon personnel, assisté à chaque obligation préparée et inébranlable. Le port prospérait malgré le bruit, et lentement le bruit s'est estompé. Benoît n'appelait toujours pas. Certains soirs, cette absence ressemblait à une amputation. Mais le matin, quand j'épinglais mes cheveux et faisais face à la journée, je me souvenais de ce que Raymond m'avait dit un jour. Tu ne peux pas contrôler le temps, ma chérie. Seulement comment tu navigues à travers. Le temps était rude maintenant, imprévisible, mais mes mains étaient fermes sur la barre, et tant que je me souvenais où était mon cap, je n'avais pas besoin de l'approbation de quiconque debout sur le rivage. La lettre est arrivée un mardi matin, glissée parmi la pile habituelle de factures et de rapports du port. L'enveloppe était adressée à la main en écriture penchée et soignée, le papier légèrement usé au bord, comme s'il avait été manipulé souvent avant de m'atteindre. À l'intérieur se trouvait une seule page pliée avec soin. Madame Durand, nous voulions vous faire savoir que quand le bateau de pêche de mon mari a coulé l'hiver dernier, le fonds d'urgence que votre mari avait établi nous a maintenus à flot, littéralement et autrement. Nous avons pu payer l'hypothèque, garder nos enfants à l'école, et reconstruire assez pour acheter un autre bateau. Raymond a sauvé plus que notre gagne-pain. Il a sauvé notre dignité. Merci de poursuivre son œuvre. Denise et Pierre Moreau. C'étaient des noms que je ne connaissais qu'en passant de la communauté du port. En la relisant, mes yeux ont piqué de cette façon qui vous fait arrêter de cligner, comme si retenir le moment immobile pouvait l'empêcher de déborder. J'ai posé la lettre sur la table et suis restée assise longtemps, laissant les mots s'enfoncer. Le port n'était pas que des quais et des cordages et l'odeur du diesel. C'était le battement de cœur de famille dont je ne verrais peut-être jamais les visages, mais dont les vies étaient liées à ces eaux autant que la mienne l'était. Cet après-midi-là, j'ai sorti la boîte en bois que Raymond m'avait donnée des décennies plus tôt, celle qui contenait ses lettres, les petits souvenirs, et mes propres mots privés du tiroir du secrétaire. J'ai pris une feuille de papier à lettres crème et j'ai commencé à écrire. Benoît, il y a des choses que j'aimerais pouvoir te dire sans qu'elles sonnent comme des accusations. Tu étais censé avoir cette entreprise, et il fut un temps où nous croyions tous les deux que tu la garderais en sécurité. Mais j'ai appris que la sécurité n'est pas seulement une question de profit. C'est une question de gens. Et je ne peux pas remettre quelque chose construit sur la confiance à quelqu'un qui ne voit pas les mains qui la soutiennent. Je me suis arrêtée, fixant l'encre séchant sur la page. Ce n'était pas une lettre que j'enverrais. Pas maintenant. Peut-être jamais. Mais c'était la vérité. Et l'acte de l'écrire était pour moi, pas pour lui. Je l'ai pliée soigneusement et l'ai placée dans la boîte parmi les autres, où elle reposerait aux côtés d'années de pensées non dites. Le lendemain matin, la porte d'entrée était ouverte à un groupe de lycéens et leurs conseillères, portant des dossiers et arborant l'excitation nerveuse de ceux sur le point d'entrer dans un nouveau chapitre de leur vie. C'étaient les bénéficiaires de la bourse maritime Durand, un programme que Raymond et moi avions lancé, mais qui avait grandi depuis son décès. Entrez, ai-je dit en me reculant pour les laisser passer. L'air salé les a suivis à l'intérieur, se mêlant à l'odeur de pain frais refroidissant dans la cuisine. Je les ai conduits dans le salon où Marianne avait préparé des rafraîchissements, et Martin avait installé un diaporama de leur futur établissement et apprentissage. Tandis qu'ils s'installaient, j'ai senti quelque chose changer. La maison, qui avait si récemment été une forteresse contre la blessure, s'ouvrait maintenant à la possibilité. Ce n'était pas une question de récupérer le passé ou de prouver quoi que ce soit à ceux qui avaient douté de moi. C'était une question de choisir où mon énergie irait ensuite. J'ai jeté un coup d'œil vers la boîte en bois sur l'étagère dans le coin. Elle contenait mon chagrin, mes limites, mes mots non envoyés, mais elle contenait aussi le rappel que certaines choses valent la peine d'être protégées tranquillement, régulièrement, sans besoin d'applaudissements. Les étudiants ont ri de quelque chose que Martin avait dit, leur voix claire contre le bourdonnement régulier de la mer dehors. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai réalisé que je ne retenais plus mon souffle. Un nouveau chapitre avait commencé. Non pas parce que j'avais fermé la porte sur mon fils, mais parce que je l'avais ouverte à quelque chose de plus grand que la blessure qu'il avait laissée derrière lui. C'est maître Lefebvre qui a remarqué le dépôt en premier. Il est venu à la maison un mercredi après-midi, son visage plus grave que d'habitude, un dossier sous le bras. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine où nous avions eu tant de conversations depuis le décès de Raymond. Mais cette fois, l'air semblait plus lourd. Benoît a déposé des papiers pour contester le testament, dit-il sans préambule, faisant glisser les documents vers moi. Il prétend influence indue et incapacité mentale. J'ai fixé le langage juridique, les accusations formelles imprimées en caractères froids et impersonnels. Mon fils prétendait que j'avais manipulé son père alors qu'il était mentalement diminué. Les mots ont fait l'effet d'un coup physique, et pendant un moment je n'ai pas pu parler. C'est la procédure standard pour contester un testament, a continué maître Lefebvre,
sa voix douce. Mais je veux que vous compreniez ce à quoi nous faisons face. Il a engagé Maître Deschamps. Il est agressif, coûteux, et connu pour faire traîner les choses. J'ai tracé le bord du papier du bout du doigt. Alors, c'est sa réponse. Pas parler, pas essayer de comprendre, mais attaquer. Maître Lefebvre a hoché la tête. Il semble que oui, mais Hélène, nous avons tout ce dont nous avons besoin. L'évaluation médicale que Raymond a subie quand il a changé le testament, ses journaux détaillant son raisonnement, de multiples témoins qui peuvent attester de sa santé mentale. C'est un geste désespéré, pas un geste fort. Mais c'est un geste public, ai-je dit, la compréhension s'installant comme un poids. Tout le monde le saura. Les rumeurs recommenceront, mais plus fort. Oui, c'est probablement une partie de la stratégie, rendre les choses si inconfortables que vous préférez un arrangement plutôt que de vous battre. J'ai fermé le dossier, ma décision déjà prise. Alors ils ne me connaissent pas très bien. L'expression de Maître Lefebvre s'est légèrement adoucie. Non, je ne crois pas qu'ils vous connaissent. Comme prédit, le dépôt est devenu de notoriété publique en quelques jours. Je pouvais sentir le changement dans l'air quand je marchais en ville. Des conversations qui s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. Des regards qui s'attardaient une seconde de trop. Les questions murmurées. Quel genre de femme manipulerait son mari mourant? Quel genre de mère pousserait son fils unique de côté? Le moment le plus douloureux est venu à l'épicerie. Je choisissais des tomates quand j'ai entendu un bout de conversation du rayon d'à côté. J'ai toujours pensé qu'elle était si discrète, tu sais, le genre comptable, mais je suppose qu'on ne sait jamais vraiment de quoi les gens sont capables. La voix appartenait à Hélène Bertrand, une femme que je connaissais depuis 20 ans. Nous avions servi ensemble au comité de collecte de fonds de l'école, quand Benoît était jeune. Elle m'avait apporté de la soupe de poule quand j'avais eu une pneumonie un hiver, et maintenant elle parlait de moi comme si j'étais une étrangère, une méchante dans l'histoire de quelqu'un d'autre. J'ai posé la tomate, mon appétit envolé. En me retournant pour partir, j'ai failli entrer en collision avec André Martin. Ses yeux ont croisé les miens, et j'ai su qu'elle l'avait entendu aussi. « Venez », dit-elle en prenant doucement mon bras. J'ai du pain frais chez moi, et une vue qui aide à mettre les choses en perspective. Chez elle, un petit cottage élégant perché plus haut sur la falaise que la maison de Raymond, nous nous sommes assises sur la terrasse arrière donnant sur l'océan. Le pain était encore chaud, le beurre fondant dans sa croûte. André a versé le thé et s'est installé dans le fauteuil en face de moi. « Vous savez, » dit-elle, sa voix portant le timbre riche qui avait commandé des salles d'audience pendant 3 décennies, durant mes années au tribunal, j'ai vu d'innombrables familles se déchirer pour des questions d'héritage. Mais ce que Benoît fait, c'est autre chose. C'est une question de contrôle. J'ai hoché la tête, regardant une mouette tournoyer au-dessus de nos têtes. Il a toujours eu besoin d'avoir raison, même enfant. Mais ceci semble différent. Comme si j'étais devenue un obstacle plutôt qu'une personne. C'est exactement ce que c'est, dit-elle. Pour mener ce combat, il doit vous déshumaniser. Vous ne pouvez pas être sa mère qui a bandé ses genoux et lui a appris à lire. Vous devez être la veuve manipulatrice. L'obstacle à ce qu'il croit lui être dû. La vérité de ces mots s'est posée sur moi. Comment combat-on ce genre de récit? Les yeux d'André, brun profond et sage, ont tenu les miens. On ne combat pas le récit, Hélène. On vit sa vérité si clairement, si constamment que le mensonge devient insoutenable. Et en attendant, on se souvient de qui on est vraiment, et on s'entoure de gens qui nous voient clairement point et la bataille juridique s'est prolongée tout l'été, chaque dépôt plus agressif que le précédent. L'avocat de Benoît exigeait l'accès aux dossiers médicaux de Raymond remontant à 5 ans, à chaque transaction financière, aux conversations privées entre Raymond et ses médecins. Maître Lefebvre combattait chaque motion méthodiquement, sa compétence tranquille servant de contrepoids aux effets théâtraux de l'autre avocat. J.I. gardé ma routine. Chaque matin, j'épinglais mes cheveux en arrière avec la barrette en argent, je marchais le kilomètre jusqu'au bureau du port, et je m'immergeais dans le travail. J'ai appris l'entreprise plus profondément que je ne l'avais fait durant toutes les décennies où je la soutenais depuis les coulisses. Je m'asseyais avec Martin, passant en revue les cartes des marées et les plannings de maintenance. Je rencontrais les équipages, apprenant les noms, les histoires et les préoccupations. Au milieu de l'été, je connaissais chaque centimètre de Maritime Durand, non plus seulement comme comptable, mais comme sa gardienne. Les équipages, initialement méfiants envers la veuve du patron, ont commencé à se détendre en ma présence. Ils voyaient que je n'étais pas là pour bouleverser leur monde, mais pour le comprendre. Un soir, alors que le soleil se couchait sur l'eau, peignant le ciel de traînées d'orange et de pourpre, je me tenais sur le quai principal, regardant les derniers bateaux de la journée rentrée. L'air sentait le sel et le diesel, une odeur que j'avais toujours associée au retour de Raymond à la maison. Madame Durand. Je me suis retournée pour trouver un jeune homme, peut-être 20 ans,
en vêtements de travail encore humides de la journée de labeur. Son visage était familier, mais je ne pouvais pas mettre un nom dessus. « Je suis Julien Moreau », dit-il en tendant une main calleuse. « Le fils de Denise et Pierre. » J'ai souri en prenant sa main. « Bien sûr. Comment vont vos parents ? » Ils vont bien. Le nouveau bateau de papa marche bien. Il a changé de position, semblant nerveux. Je voulais vous remercier pour la bourse. Je commence à l'école maritime le mois prochain. Je n'avais pas réalisé qu'il était l'un des bénéficiaires. C'est merveilleux, Julien. Vos parents doivent être fiers. Il a hoché la tête, son regard passant sur l'eau puis revenant vers moi. Ils le sont, mais je voulais que vous sachiez autre chose aussi. Les gars, nous entendons tous les rumeurs. Vous savez, sur le procès et ce que votre fils dit. Mon souffle s'est arrêté. Je ne m'étais pas attendu à cette conversation. Certainement pas ici sur le quai avec le jour qui s'estompait autour de nous. Je veux que vous sachiez, continua-t-il, sa voix plus forte maintenant, que tous ceux qui travaillent vraiment ici, nous connaissons la vérité. Monsieur Durand parlait de vous tout le temps. Comment vous étiez la colonne vertébrale de tout. Comment rien n'aurait été possible sans vous. Les mots ont touché quelque chose de profond. Un endroit que je protégeais depuis que tout cela avait commencé. Merci de me l'avoir dit. Il a hoché la tête, l'air embarrassé maintenant. Bon, je devrais rentrer. Maman fait une bouillabaisse. En le regardant s'éloigner, j'ai senti quelque chose bouger en moi. Le récit que Benoît essayait de créer était peut-être bruyant, mais ce n'était pas la seule histoire racontée. La vérité circulait aussi dans cette communauté, plus discrète peut-être, mais pas moins puissante. Ce soir-là, j'ai écrit une autre lettre que je n'enverrai pas. Celle-ci non pas à Benoît, mais à Raymond. Je comprends maintenant pourquoi tu aimais en cet endroit. Ce n'est pas seulement l'eau ou les bateaux ou même l'entreprise que nous avons construite. C'est le réseau de vie qui y sont connectés. Chaque personne a une histoire qui remonte à ce port, au travail que nous avons rendu possible. Je ne l'avais jamais vu aussi clairement jusqu'à maintenant. Me tenant seul. J'ai placé la lettre dans la boîte avec les autres. Une conversation continuait à travers la frontière de la vie et de la mort, de la blessure et de la guérison. Le lendemain matin, Marianne est arrivée avec des nouvelles qui ont fait refroidir mon café dans ma main. Benoît a déposé une nouvelle motion, dit-elle, son ton soigneusement neutre. Il demande au tribunal de geler tous les actifs de l'entreprise en attendant l'issue de l'affaire. Si c'est accordé, cela arrêterait essentiellement les opérations. Pas de paie, pas d'achat, pas de maintenance. Les implications se sont enfoncées immédiatement. Ça nous coulerait. Les équipages, les fournisseurs, tout le monde dépend de ce flux de trésorerie. Oui, dit-elle. Et je pense que c'est le but. Il escalade, essayant de forcer un arrangement en menaçant non seulement vous, mais tout ce connecté à Maritime Durand. J'ai posé ma tasse, la colère montant comme une marée. Il est prêt à blesser des dizaines de familles pour arriver à ses fins. Il semble que oui. Quand est l'audience ? Mardi prochain. Maître Lefebvre prépare déjà les contre-arguments. J'ai hoché la tête, mon esprit courant en avant. Nous devons faire plus que contre-attaquer. Nous devons passer à l'offensive. Pouvez-vous me rassembler tout ce que nous avons sur les finances personnelles de Benoît, les retraits des comptes de l'entreprise, toute preuve de ses réunions avec les promoteurs, tout ? Le sourcil de Marianne s'est légèrement haussé. Êtes-vous sûr ? C'est une escalade significative. J'en suis sûr. Raymond a protégé ce port et ses gens pendant 40 ans. Je ne laisserai pas tout s'effondrer à cause de la cupidité d'un seul homme, même si cet homme est mon fils. Les lignes de bataille étaient tracées. Ce n'était plus seulement une question de mère et fils, de testament contesté. C'était une question de communauté entière et de l'avenir que Raymond avait construit si soigneusement. Ce soir-là, seul dans la maison avec le son des vagues comme seule compagnie, j'ai pris la barrette en argent de mes cheveux et l'ai tenue dans ma paume. Le métal s'était réchauffé d'avoir été contre ma peau toute la journée. Je n'ai jamais voulu ce combat, ai-je murmuré à la pièce vide. Mais je ne reculerai pas non plus. Dehors, la marée montait, implacable et prévisible. J'ai pensé à Raymond, à sa détermination tranquille, à la façon dont il affrontait les tempêtes en mer avec une main ferme et un regard clair. J'avais besoin de cette force maintenant. En posant la barrette sur la table de nuit, mon téléphone s'est allumé avec un message. Numéro inconnu. Mamie, c'est Lucie. J'ai besoin de te voir. Ne dis rien à papa, s'il te plaît. Mon cœur a fait un bond. La fille de Benoît, ma seule petite fille, 17 ans et farouchement indépendante. Qui tendait la main après des mois de silence, le dernier morceau de ma famille que je croyais avoir entièrement perdu dans cette guerre. J'ai répondu immédiatement. Bien sûr, quand et où ? La réponse est venue rapidement.
Demain, la plage en dessous de ta maison. 14 heures. J'ai fixé l'écran, les émotions se heurtant, espoir, peur, prudence, amour. Elle m'avait terriblement manqué ces derniers mois, me demandant si elle croyait les histoires que ses parents racontaient, me demandant si elle me haïssait maintenant elle aussi. J'y serai, ai-je répondu. Puis, après un moment, tu m'as manqué. 3 points sont apparus, disparus, réapparus. Finalement, tu m'as manqué aussi. J'ai posé le téléphone, mes mains tremblant légèrement. Demain apporterait un nouveau chapitre dans cette saga en cours. Mais pour ce soir, dans le silence de cette maison au bord de la mer, je me suis permis de ressentir la première éclosion de quelque chose que je n'avais pas espéré trouver au milieu de cette bataille. L'espoir. La plage en dessous de la maison de Raymond, notre maison maintenant, avait toujours été un sanctuaire privé. Un sentier étroit serpentait depuis le jardin arrière, à travers des pins rabougris et des roses sauvages, jusqu'à un croissant de sable protégé par des affleurements rocheux de chaque côté. Raymond plaisantait en disant que c'était notre petit royaume, caché du monde. Je suis arrivé tôt, le cœur battant d'une anxiété que je n'avais pas ressentie depuis que Benoît était adolescent et rentrait après le couvre-feu. J'ai marché le long du rivage, regardant les vagues se recourber et se briser, laissant de la dentelle d'écume sur le sable. La barrette en argent captait le soleil de l'après-midi, tandis que je rentrais une mèche rebelle derrière mon oreille. À 14 heures précises, j'ai vu sa silhouette en haut du sentier. Lucie, 17 ans et déjà plus grande que moi. Ses cheveux sombres, de la couleur de ceux de Raymond, tirés en arrière en un chignon désordonné. Elle bougeait avec cette démarche particulière des adolescents, à moitié confiante, à moitié incertaine, comme si elle n'avait pas encore tout à fait grandi dans ses propres membres. Quand elle a atteint le bas du sentier, elle a hésité. J'ai attendu, lui donnant l'espace de décider comment se passerait cette réunion. Puis elle courait, le sable giclant derrière elle, et j'ai ouvert les bras juste à temps. Elle s'est heurtée à moi, solide et réelle, son visage enfoui dans mon épaule. « Mamie » a-t-elle murmuré dans mon cardigan, et j'ai senti l'humidité des larmes. Je l'ai serrée fort, mes propres yeux piquants. « Je suis là, ma chérie. Je suis juste là. » Nous sommes restés comme ça un long moment, les vagues fournissant une bande-son à nos retrouvailles. Quand elle s'est enfin reculée, ses yeux étaient rougis mais clairs. « Asseyons-nous » dit-elle en désignant un gros morceau de bois flotté qui servait de banc depuis aussi longtemps que je m'en souvenais. Raymond l'avait traîné au-delà de la ligne de marée un été, le déclarant l'endroit parfait pour regarder les couchers de soleil. Nous nous sommes installés côte à côte, épaules se touchant. Lucie tortillait ses mains sur ses genoux, semblant soudain beaucoup plus jeune que ses 17 ans. « Je suis désolée de ne pas avoir appelé » commença-t-elle. « Papa, il a pris mon téléphone quand j'ai essayé de te joindre la première semaine. Il a dit que c'était pour mon bien, que je ne devais pas m'impliquer dans les affaires d'adultes. » La colère a traversé en moi. Benoît contrôlant le contact de sa fille avec moi, mais je l'ai mise de côté. Ce moment n'était pas à propos de lui. « Tu es là maintenant » ai-je dit simplement. « C'est ce qui compte. » Elle a hoché la tête, rentrant une mèche de cheveux derrière son oreille dans un geste si semblable à celui de son grand-père que ma poitrine s'est serrée. « Je sais ce qu'ils disent de toi » dit-elle, sa voix plus forte maintenant. « Maman en parle quand elle croit que je ne peux pas entendre, sur comment tu as manipulé papy, comment tu vas ruiner l'entreprise. » Elle s'est tournée pour me faire face complètement. Je n'y crois pas. Pas un mot. Le soulagement m'a envahi si fort qu'il m'a laissé momentanément sans voix. « Merci. » J'ai finalement réussi à dire. « Ça compte plus que tu ne sais. Papy me parlait, tu sais. Quand je venais pendant les vacances scolaires et que papa était au travail, il m'emmenait au port, me faisait visiter, me racontait des histoires des débuts. Il parlait toujours de comment rien de tout ça n'aurait été possible sans toi. » J'ai souri, imaginant Raymond avec Lucie sur les quais, sa main burinée sur son épaule tandis qu'il désignait les bateaux. De la même façon qu'il l'avait fait autrefois avec Benoît. « Est-ce qu'il t'a raconté la fois où la banque a failli saisir notre premier remorqueur » ai-je demandé. Elle a secoué la tête, se penchant en avant. C'était la première année de l'entreprise. Nous avions tout mis pour acheter le marin, mais nous étions encore à court pour les mensualités. La banque menaçait de le reprendre. Je suis resté debout 3 nuits d'affilée à éplucher chaque compte, chaque client possible. La 3e nuit, j'ai trouvé une erreur de facturation. Un ancien client avait sous-payé de presque 5 000 €. Je les ai appelés à 6 heures du matin, j'ai réveillé le pauvre comptable d'un sommeil profond, et à midi nous avions l'argent. On a payé la banque avec 2 heures d'avance. Lucie a ri, un son qui m'avait terriblement manqué. Ça te ressemble bien. Toujours trouver un chemin. Ton grand-père appelait ça mon super pouvoir, voir le chemin quand tout le monde ne voit que le mur. Son sourire s'est estompé, son expression devenant sérieuse. Papa est différent maintenant.
Il racontait des histoires sur toi lui aussi. Sur combien tu étais intelligente, comment tu pouvais faire durer 1 euro plus longtemps que quiconque. Mais maintenant, c'est comme s'il avait oublié tout ça. J'ai tendu la main vers la sienne, sentant la police, les ongles rongés, une habitude nerveuse qu'elle avait depuis l'enfance. Les gens changent quand ils sont blessés ou effrayés. Ton père a l'impression qu'on lui a pris quelque chose. Mais ce n'était pas à lui pour commencer, dit-elle avec fougue. Papy a construit l'entreprise. Tu l'as aidé. Papa, il juste, elle s'est arrêtée, l'air coupable. Ça va, les jeux rassurés. Tu peux dire ta vérité ici. Elle a pris une profonde inspiration. Papa se comporte juste comme si tout lui était dû, comme si on lui devait. Et depuis que maman le pousse à rejoindre ce cabinet de promotion immobilière, c'est comme si l'argent était tout ce qui comptait désormais. C'était une nouvelle information, une pièce du puzzle que je ne possédais pas. Geneviève l'encourage à travailler pour un promoteur? Lucie a hoché la tête. Côte d'Azur Développement. Ce sont eux qui veulent acheter le terrain du port. Elle est amie avec la femme du propriétaire. Elles vont au même cours de yoga ou quelque chose comme ça. Maman parle de comment on pourrait déménager dans une plus grande maison à Lyon si papa prenait le poste qu'ils lui ont proposé. L'image devenait plus claire. Non seulement le sentiment d'être lésé de Benoît, mais les ambitions de Geneviève, le poussant vers un avenir qui effacerait tout ce que Raymond avait construit. « Est-ce que ton père sait que tu es ici ?» ai-je demandé doucement. Elle a baissé les yeux vers le sable. « Non. Je leur ai dit que j'étudiais chez Léa. Je devais te voir. Je devais savoir que tu allais bien. » Mon cœur s'est gonflé. Au milieu de toute cette laideur, ma petite fille avait risqué la colère de son père pour venir me voir. Je vais plus que bien, l'ai-je rassurée. J'ai de bonnes personnes autour de moi, et maintenant je t'ai toi aussi. Elle s'est appuyée contre mon épaule, et nous sommes restées assises tranquillement quelques minutes, regardant les vagues. La marée montait, chaque vague atteignant un peu plus haut sur la plage. Il y a autre chose, dit finalement Lucie. Sa voix avait baissé comme si elle avait peur d'être entendue, bien qu'il n'y ait personne d'autre à des kilomètres. J'ai trouvé quelque chose dans le bureau de papa. Je ne fouillais pas vraiment. Je cherchais mon acte de naissance pour un truc de l'école, et j'ai trouvé ce dossier. Elle a plongé dans son sac à dos et sorti une pochette cartonnée. C'est à propos du procès. Il y a des courriels. Je ne comprends pas tout, mais ça ne semble pas correct. J'ai pris la pochette, mes mains soudain froides malgré l'après-midi chaud. À l'intérieur se trouvaient des impressions d'échange de courriels entre Benoît et quelqu'un nommé Victor Renard chez Côte d'Azur Développement. J'ai parcouru la première page, puis la seconde, mon estomac se serrant à chaque ligne. Ils discutaient de stratégie pour le procès, pas seulement discutaient, Côte d'Azur aidait à le financer. En échange, ils obtiendraient les droits de premier achat sur la propriété du port une fois que Benoît aurait pris le contrôle. « Quand as-tu trouvé ça ?» ai-je demandé, ma voix plus stable que je ne me sentais. « Il y a 3 jours. » J'ai essayé de comprendre quoi faire. Si je devais dire à papa que je sais, ou « elle s'est arrêtée », la voix se brisant. Je veux juste récupérer notre famille. Je veux que papa redevienne papa. Pas cette personne que je ne reconnais pas. J'ai fermé la pochette et croisé son regard. Si jeune et pourtant portant un fardeau qu'aucun enfant ne devrait avoir à porter. « Écoute-moi », ai-je dit en prenant ses 2 mains dans les miennes. Ce n'est pas ta responsabilité de réparer ça. Tu as bien fait de me montrer. Mais maintenant j'ai besoin que tu fasses quelque chose d'encore plus difficile. Quoi? Rentre chez toi. Sois normale. Ne laisse pas paraître que tu as vu ça ou que tu es venu ici. Son front s'est plissé. Mais ton père fait des choix avec lesquels je ne suis pas d'accord. Mais il est toujours ton père. Tu es prise entre 2 feux dans quelque chose qui n'aurait jamais dû t'impliquer. La meilleure chose que tu puisses faire maintenant est de rester hors de la ligne de tir. Je ne veux pas te perdre à nouveau, dit-elle, sa voix toute petite. J'ai serré ses mains. Tu ne me perdras pas. Je te le promets. Nous trouverons un moyen de rester en contact en sécurité pour nous deux. Mais là maintenant, j'ai besoin de savoir que tu n'es pas dans la ligne de mire quand tout ça éclatera. Elle a hoché la tête à contre-cœur. D'accord. Mais tu me tiendras au courant de ce qui se passe? Autant que je le pourrai, oui. Et Lucie, merci de croire en moi, d'avoir été assez courageuse pour venir ici. Elle m'a serré à nouveau dans ses bras férocement, comme si elle essayait de comprimer des mois d'étreinte manquée en une seule. Je t'aime, mamie. Je t'aime aussi, ma chérie, plus que tu ne pourrais jamais le savoir. Je l'ai regardée remonter le sentier, se retournant une fois en haut pour faire un signe de la main avant de disparaître par-dessus la crête. Quand elle fut partie, j'ai regardé la pochette dans mes mains.
Elle contenait assez de preuves pour faire exploser l'affaire de Benoît et possiblement l'exposer à des conséquences juridiques de son propre fait, mais l'utiliser mettrait Lucie dans une position impossible. Cela signifierait révéler qu'elle avait pris des documents dans le bureau de son père, trahi sa confiance. J'ai marché lentement vers la maison, le poids de la décision lourd sur mes épaules. À l'intérieur, j'ai trouvé Maître Lefebvre et Marianne à la table de la cuisine, ordinateurs ouverts, en pleine préparation pour l'audience de mardi. Ils ont levé les yeux quand je suis entrée, et quelque chose dans mon expression a fait froncer les sourcils à Maître Lefebvre. Que s'est-il passé? A-t-il demandé. J'ai posé la pochette entre eux. Ma petite fille m'a rendu visite avec une lecture intéressante. Ils ont feuilleté les courriels en silence, les implications s'enfonçant. Quand ils ont eu fini, Maître Lefebvre a fermé la pochette avec une délibération soigneuse. C'est exactement ce dont nous avons besoin, dit-il. Preuve de conspiration, financement extérieur du procès, intention claire de vendre le porc malgré la connaissance des souhaits de Raymond. Mais, a fini Marianne, comprenant immédiatement, l'utiliser mais Lucio. Milieu. Oui, ai-je soupiré en m'enfonçant dans une chaise. Elle a 17 ans. Si Benoît découvre qu'elle m'a apporté ça. Maître Lefebvre a hoché gravement la tête. Ça pourrait endommager leur relation de façon permanente. Et elle lutte déjà avec ce que son père est devenu, ai-je ajouté. Je ne vais pas aggraver les choses en l'utilisant comme munition dans ce combat. La pièce est devenue silencieuse. Le seul son, le crash lointain des vagues et le tic-tac de l'horloge qui avait été accroché dans cette cuisine depuis que Raymond et moi avions acheté la maison. Il pourrait y avoir un autre moyen, dit finalement Marianne. Ces courriels ont des dates, des destinataires, des objets. Nous pourrions les assigner directement chez Côte d'Azur Développement dans le cadre de la procédure de découverte. Le tribunal peut les demander, et nous aurions les mêmes informations sans impliquer Lucie. Est-ce que ça marcherait? Ai-je demandé en regardant Maître Lefebvre. Il a réfléchi un moment. C'est possible. Cela signifierait élargir le champ de la découverte, ce contre quoi l'avocat de Benoît va se battre, mais avec le bon juge. Il s'est tu, réfléchissant. Laissez-moi ça. Je verrai ce qui peut être fait. J'ai hoché la tête, le soulagement se mêlant à une détermination renouvelée. Quoi qu'il arrive, Lucie reste en dehors de ça. C'est non négociable. D'accord, ont-ils dit à l'unisson. Ce soir-là, après leur départ, je me suis assise seule sur la terrasse arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel d'orange flamboyant et de pourpre profond. La marée était haute maintenant, les vagues s'écrasant contre les rochers en dessous avec un son comme un tonnerre lointain. J'ai pensé à Lucie, au courage qu'il lui avait fallu pour venir vers moi. J'ai pensé à Benoît, le petit garçon qui suivait autrefois son père sur les quais comme une ombre, maintenant prêt à détruire tout ce que Raymond avait construit pour une chance d'argent rapide et de statut. Et j'ai pensé à Raymond lui-même, à ce qu'il ferait à ma place. La réponse est venue clairement, comme s'il était assis à côté de moi, sa main chaude sur la mienne. Il protégerait le port. Il proteggerait luce. Et il affronterait n'importe quelle tempête venant vers lui avec les yeux ouverts et le cœur ferme. J'essaie, Raymond, ai-je murmuré au ciel qui s'assombrissait. J'essaie vraiment. Au loin, une mouette a crié, sa voix portant par-dessus le son de la mer. La brise a soulevé mes cheveux, et j'ai tendu la main pour toucher la barrette en argent, fraîche contre mes doigts. Demain apporterait ses propres batailles. Mais ce soir, pour cet instant, j'étais ancré. Mardi s'est levé clair et lumineux, le genre de parfaite journée de fin d'été qui vous fait oublier que l'automne est juste au coin de la rue. Je me suis tenu devant le miroir de la chambre, fixant la barrette en argent avec des doigts qui tremblaient à peine. L'audience était fixée à 10 heures au tribunal du département, un solide bâtiment en pierre au centre de la ville qui avait été témoin de générations de disputes locales. Maître Lefebvre était arrivé à 7 heures, des tasses de café en main, pour passer une dernière fois notre stratégie. Juge Catherine Perrault, dit-il tandis que nous étions assis à la table de la cuisine. Elle est équitable, rigoureuse, et ne supporte pas les comédies. Elle verra à travers les tactiques théâtrales, ce qui joue en notre faveur. J'ai hoché la tête, essayant de me concentrer sur les détails plutôt que sur le nœud dans mon estomac. Et notre approche? Simple, honesty, direct. Nous présentons les preuves que nous avons de la santé mentale de Raymond quand il a fait son testament, ses intentions claires telles que documentées dans ses journaux et conversations avec de multiples témoins, et nous demandons respectueusement que le gel des actifs soit refusé car il causerait un préjudice indu à des tiers innocents, à savoir les employés et personnes à charge de Maritime Durand. Et l'équipe juridique de Benoît? La bouche de Maître Lefebvre s'est amincie. Ils vont insister sur l'angle de l'incapacité mentale. Ils vont essayer de vous peindre comme manipulatrice, dominatrice. Ils peuvent évoquer des questions personnelles pour essayer de vous déstabiliser. J'ai pris une profonde inspiration.
Je suis prête. Ses yeux, bienveillants derrière ses lunettes, m'ont évalué. Oui, je crois que vous l'êtes. Les marches du tribunal étaient bondées quand nous sommes arrivés. La nouvelle de l'audience s'était répandue, et il semblait que la moitié de la ville s'était déplacée pour regarder. J'ai vu des visages familiers, des travailleurs du port, des commerçants, des gens qui avaient connu Raymond et moi pendant des décennies. Certains ont hoché la tête respectueusement quand nous sommes passés. D'autres ont détourné le regard. À l'intérieur, la salle d'audience se remplissait déjà. Benoît et Geneviève étaient assis à l'avant avec leur avocat, Maître Deschamps, un homme mince avec des boutons de manchette coûteux et un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Benoît n'a pas regardé dans ma direction, mais Geneviève s'est retournée, son regard froid et évaluateur, prenant ma robe marine simple et mes perles avec un rejet de ses yeux. Je me suis assise à côté de Maître Lefebvre à notre table, Marianne de mon autre côté. Martin s'est glissé à la dernière minute, prenant un siège directement derrière nous. Sa présence solide ressemblait à un mur dans mon dos. La cour a appelé l'huissier, et la juge Perrault est entrée. Elle avait la soixantaine, cheveux argentés et regard vif, avec l'efficacité brève de quelqu'un qui valorise la clarté par-dessus tout. Les procédures ont commencé avec l'avocat de Benoît exposant leur cas. Sa voix était travaillée, persuasive, peignant le portrait d'un fils en deuil exclu de son héritage légitime par une belle-mère qui avait profité de la santé déclinante de son père. « Belle-mère » murmura Marianne, indignée. « Vous avez été mariée à Raymond 41 ans. » J'ai serré sa main, signalant le silence. « Laissons-les montrer leur jeu d'abord. » Maître Deschamps a continué, soulignant l'âge de Raymond au moment du changement de testament, insinuant que je l'avais isolé de son fils durant ces dernières années, que le testament représentait non pas les souhaits de Raymond, mais mon influence. De plus, dit-il en gesticulant dramatiquement, Madame Durand n'a aucune expérience pour diriger une entreprise maritime. Elle était comptable, rien de plus. Dans les 3 mois depuis qu'elle a pris le contrôle, elle a déjà pris des décisions qui menacent la stabilité future de l'entreprise. Le gel des actifs est une mesure de protection nécessaire pendant que cette affaire suit son cours. Quand ce fut notre tour, Maître Lefebvre s'est levé avec une dignité tranquille. Il n'a pas égalé les effets théâtraux de Maître Deschamps. Au lieu de cela, il a exposé notre cas méthodiquement, introduisant le rapport médical confirmant la capacité de Raymond, les entrées de journal de la propre main de Raymond expliquant sa décision, les attestations d'associés qui avaient discuté de la question avec lui. Quant aux qualifications de Madame Durand, dit Maître Lefebvre, elle n'était pas simplement comptable, mais la colonne vertébrale financière de Maritime Durand pendant 4 décennies. Depuis qu'elle a pris la barre, les performances de l'entreprise sont restées stables avec toutes les obligations contractuelles honorées et le personnel retenu. La motion pour geler les actifs ne protégerait pas l'entreprise. Elle la coulerait, empêchant la paix et la maintenance nécessaires, nuisant à l'entreprise même que M. Benoît Durand prétend valoriser. La juge Perrault a écouté attentivement les 2 parties, posant occasionnellement des questions précises et spécifiques qui coupaient à travers la rhétorique jusqu'au cœur du sujet. Quand les 2 avocats avaient fini leurs arguments, elle s'est tournée directement vers moi. « Madame Durand, souhaiteriez-vous faire une déclaration au tribunal ?» Je ne m'étais pas attendue à cette opportunité. Maître Lefebvre avait l'air surpris aussi, mais a hoché la tête avec encouragement. Je me suis levée, lissant ma robe, et j'ai fait face à la juge. « Merci, Madame la juge. Je serai brève. » J'ai pris une inspiration stabilisatrice. Mon mari Raymond a construit Maritime Durand à partir d'un seul remorqueur jusqu'à l'entreprise qu'elle est aujourd'hui. Il l'a fait non pas seulement pour le profit, mais parce qu'il croyait en la création de quelque chose de durable qui soutiendrait notre communauté. Quand il a choisi de me laisser l'entreprise, ce n'était pas une décision hâtive ou prise sous contrainte. C'était un choix basé sur des valeurs partagées. Je me suis autorisé un regard vers Benoît, qui fixait droit devant lui, la mâchoire serrée. Raymond et moi voulions tous 2 que notre fils prenne la relève un jour, mais Raymond a découvert que Benoît avait d'autres plans pour le port, des plans qui auraient mis fin à son rôle de port de travail et l'auraient transformé en immeuble d'habitation et centres commerciaux. Cette découverte a brisé le cœur de Raymond, mais n'a pas changé son amour pour notre fils. Elle a simplement changé sa décision sur le meilleur gardien pour l'œuvre de sa vie. L'expression de la juge Perrault est restée neutre, mais ses yeux étaient attentifs. J'ai passé les 3 derniers mois à apprendre tout sur la gestion de cette entreprise que je ne savais pas déjà de 40 ans à la soutenir depuis les coulisses. Les gens qui travaillent pour Maritime Durand ne sont pas juste des employés pour moi. Ce sont des familles qui dépendent du fonctionnement régulier de cette entreprise. Geler les actifs ne me punirait pas, Madame la juge. Cela les punirait eux. J'ai redressé les épaules, sentant le poids de la barrette en argent dans mes cheveux, un talisman de force. Je n'ai jamais voulu ce combat. Je ne le veux toujours pas.
Mais j'honorerai les souhaits de mon mari et protégerai ce qu'il a construit, non pas par dépit ou cupidité, mais parce qu'il m'a fait confiance pour faire ce qui est juste, et j'ai l'intention d'être à la hauteur de cette confiance. La salle d'audience était silencieuse quand je me suis rassise. Maître Lefebvre a hoché légèrement la tête, approbation dans ses yeux. De l'autre côté de l'allée, Maître Deschamps se penchait, murmurant urgemment à Benoît, dont le visage avait rougi intensément. La juge Perrault a ajusté ses lunettes, regardant les papiers devant elle. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Il y a des allégations sérieuses des deux côtés qui méritent une considération attentive. Cependant, concernant la motion immédiate de gel des actifs, je suis prête à statuer. Elle a regardé directement la table de Benoît. La motion est rejetée. Je ne vois aucune preuve de mauvaise gestion qui justifierait une mesure aussi drastique et des preuves significatives que cela causerait un préjudice indu à des tiers innocents. Maritime Durand continuera ses opérations normalement pendant que cette affaire suit son cours. Maître Deschamps a commencé à protester, mais elle l'a coupé d'une main levée. De plus, j'ordonne une phase de découverte élargie. Les deux parties auront un accès complet aux documents pertinents, y compris les communications entre Benoît Durand et Toustière concernant l'avenir de la propriété du port. Mon cœur a fait un bond. Maître Lefebvre avait réussi à obtenir l'assignation pour les courriels de Côte d'Azur sans révéler l'implication de Lucie. Nous nous reverrons dans 4 semaines pour une audience complète. L'audience est levée. Le marteau est tombé avec un claquement sec. Autour de nous, la salle d'audience a éclaté en murmures. Maître Lefebvre s'est penché vers moi. C'est bien, mieux qu'espéré. La découverte élargie nous donne exactement ce dont nous avons besoin. La main de Marianne a trouvé la mienne sous la table, serrant dans une. Victoire silencieuse. Tandis que nous rassemblions nos affaires pour partir, j'ai levé les yeux pour trouver Benoît me fixant de l'autre côté de la salle, son expression indéchiffrable. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il pourrait s'approcher, être enfin prêt à parler. Au lieu de cela, il s'est détourné, suivant son avocat par une porte latérale. Dehors, le soleil de midi était vif, presque aveuglant après la salle d'audience sombre. Un petit groupe de travailleurs du port se tenait sur les marches, Martin parmi eux. Ils ont hoché la tête respectueusement quand je suis passé, une affirmation silencieuse qui signifiait plus que n'importe quelle victoire juridique. Premier round pour nous, dit Maître Lefebvre tandis que nous marchions vers la voiture. Mais la vraie bataille est encore à venir. J'ai hoché la tête, regardant une mouette tournoyer au-dessus contre le ciel bleu parfait. Au moins nous avons gagné du temps. Le port est en sécurité pour l'instant, et la découverte élargie montrera exactement ce que Benoît et Côte d'Azur planifiaient. Une fois que tout sera au grand jour, il n'aura nulle part où se cacher, finit Maître Lefebvre. Ce soir-là, la maison semblait étrangement vide malgré notre petite victoire. J'ai erré de pièce en pièce, touchant des objets familiers, les lunettes de lecture de Raymond toujours sur son bureau, la collection de coquillages que nous avions rassemblés au fil des décennies, la photo encadrée de nous tous à la remise de diplôme de Benoît. Dans le bureau de Raymond, j'ai trouvé son vieux cardigan marine pendu au dossier de sa chaise, celui qu'il portait les soirs où il restait tard à travailler sur les comptes. Je l'ai pris et l'ai pressé contre mon visage, inhalant les dernières traces de son parfum de bois de santal mêlé à l'odeur de la mer. Les larmes sont venues alors, silencieuses et chaudes, glissant sur mes joues tandis que je m'asseyais dans son fauteuil. Ce n'était pas seulement la victoire juridique qui me semblait creuse. C'était l'absence, le vide laissé par Raymond et maintenant par Benoît. J'avais passé 41 ans à construire une vie avec cet homme, à élever notre fils ensemble, et maintenant je me retrouvais seule dans cette grande maison avec seulement le murmure des vagues pour compagnie. Sur le bureau, j'ai remarqué un cadre que je n'avais pas touché depuis des mois. Une photo de Benoît à 8 ans, tenant fièrement un petit crabe qu'il avait attrapé dans les rochers. Raymond se tenait derrière lui, le visage fendu d'un sourire de fierté pure. Ce jour-là, nous avions pique-niqué sur la plage, et Benoît avait déclaré qu'il voulait devenir capitaine de bateau comme son papa. Raymond l'avait soulevé dans ses bras et l'avait fait tournoyer jusqu'à ce qu'ils rient tous les deux aux éclats. Où était passé ce garçon? Quand exactement avait-il commencé à voir l'entreprise de son père non pas comme un héritage à chérir, mais comme un bien à monnayer? Je n'avais pas de réponse, seulement des questions qui tournaient dans mon esprit comme les mouettes au-dessus du port. Dans l'image, son bras était passé autour de mes épaules, son visage rayonnant de promesses et de fierté. Où était passé ce jeune homme? Mon téléphone a sonné avec un message. Numéro inconnu à nouveau. J'ai entendu parler de l'audience. Tellement fier de toi. Je t'appellerai quand je pourrai. Je t'aime. Lucie utilisant le téléphone d'une amie très probablement. J'ai répondu par un simple cœur, ne voulant pas en dire plus au cas où le téléphone tomberait entre de mauvaises mains. J'ai emporté mon thé sur la terrasse arrière et me suis assise à regarder le clair de lune sur l'eau. La marée était basse,
révélant une étendue de sable mouillé qui brillait comme de l'argent poli. La victoire d'aujourd'hui semblait creuse sans ma famille intacte. J'avais protégé le port, protégé l'héritage de Raymond. Mais à quel prix? Y avait-il encore un chemin de retour depuis ce précipice, un chemin qui mènerait non seulement à une justification juridique, mais à la guérison? Je ne sais pas, Raymond, ai-je murmuré à l'air de la nuit. Je ne sais pas si nous pouvons réparer ça. L'océan a répondu avec son rythme constant. Vagues se brisant et se retirant, se brisant et se retirant, immuables, et pourtant jamais les mêmes. J'ai passé mes doigts sur la barrette en argent, sentant la minuscule gravure sur sa surface, la date où nous avions lancé le marin, le début de tout. Tant d'eau avait coulé sous les ponts depuis. Tant de tempêtes essuyées. Peut-être que c'était juste une autre tempête. Peut-être que de l'autre côté, nous trouverions notre chemin vers le rivage, changé, mais intact. Pour ce soir, c'était assez d'avoir tenu la ligne. Demain apporterait ses propres batailles, ses propres choix. Mais comme Raymond disait quand les nuages s'accumulaient à l'horizon, nous ne pouvons que gouverner le bateau que nous sommes dans à travers la mer qui est devant nous. J'ai siroté mon thé et écouté les vagues, laissant leur voix régulière me laver comme une bénédiction. Les semaines qui ont suivi l'audience ont été marquées par un calme étrange, comme le moment de pause entre deux vagues. L'affaire suivait son cours, les avocats échangeaient des documents, et la vie au port continuait son rythme immuable. Je me suis plongé dans le travail, trouvant dans la routine quotidienne un ancrage contre l'incertitude. Chaque matin, je faisais le tour des quais, m'arrêtant pour parler avec les pêcheurs qui préparaient leurs filets, avec les mécaniciens qui entretenaient les moteurs, avec les secrétaires qui géraient les appels et la paperasse. Je connaissais maintenant chaque recoin de cette entreprise que Raymond avait bâtie de ses mains, et chaque conversation me rappelait pourquoi il avait tant tenu à la protéger. Un après-midi, alors que je passais devant l'atelier de réparation, j'ai entendu deux jeunes apprentis discuter. L'un d'eux racontait comment son grand-père avait travaillé sur le marin quand Raymond l'avait acheté, comment les histoires de ce premier remorqueur se transmettaient dans sa famille comme un héritage précieux. L'autre acquiesçait, ajoutant que son père lui avait dit que travailler pour Maritime Durand, c'était plus qu'un emploi, c'était appartenir à quelque chose de plus grand. Ces mots m'ont arrêté net. Je suis resté dans l'ombre de l'atelier, écoutant ces jeunes gens parler de mon mari avec un respect et une affection qui m'ont serré le cœur. Raymond n'avait pas seulement construit une entreprise. Il avait tissé des liens entre les générations, créé une communauté soudée par des valeurs communes. C'était cela que Benoît ne comprenait pas, ou refusait de voir. Pour lui, les chiffres dans les colonnes comptaient plus que les visages derrière ces chiffres. Il voyait des actifs là où Raymond voyait des vies. J'ai commencé à tenir un journal durant cette période, non pas un journal de bord professionnel comme celui de Raymond, mais quelque chose de plus personnel. J'y versais mes pensées, mes doutes, mes souvenirs. Parfois je m'adressais directement à Raymond, lui racontant les événements de la journée comme je l'aurais fait s'il avait été là, assis dans son fauteuil préféré près de la fenêtre. « Tu me manques terriblement », lui ai-je écrit un soir où la solitude pesait particulièrement lourd. Pas seulement comme mari, mais comme conseiller, comme ami. Tu avais cette façon de voir les choses clairement, de savoir exactement ce qu'il fallait faire même dans les situations les plus complexes. Moi, je tâtonne, j'avance à l'aveugle, espérant que mes pas me mènent dans la bonne direction. Mais peut-être que c'est ça, le courage, non pas de savoir où l'on va, mais d'avancer quand même. André Martin est devenue une présence régulière dans ma vie durant ces semaines. Elle passait souvent en fin d'après-midi, apportant des pâtisseries de la boulangerie du village ou simplement sa compagnie silencieuse et réconfortante. Elle avait cette capacité rare de savoir quand parler et quand se taire, quand offrir des conseils et quand simplement écouter. Un soir, alors que nous regardions le soleil se coucher depuis ma terrasse, elle m'a raconté sa propre histoire. Comment elle avait perdu son mari jeune, à peine 40 ans, d'un accident de voiture. Comment elle s'était retrouvée seule avec 2 enfants adolescents et une carrière juridique à peine commencée. J'ai pensé que je ne m'en sortirais jamais, m'a-t-elle confié. Pendant des mois, je me suis contentée de mettre un pied devant l'autre, de faire le minimum pour que mes enfants soient nourris, habillés, envoyés à l'école. Et puis un jour, j'ai réalisé que je ne faisais plus semblant. Je vivais vraiment. Le chagrin était toujours là, mais il avait trouvé sa place, il était devenu une partie de moi plutôt que tout ce que j'étais. Ces mots m'ont donné de l'espoir. Si elle avait traversé une telle épreuve et en était sortie si forte, si sage, peut-être que moi aussi je pouvais trouver mon chemin à travers cette tempête. Les résultats de la découverte élargie sont arrivés progressivement, chaque document révélant une nouvelle facette de la conspiration entre Benoît et Côte d'Azur Développement. Les courriels étaient accablants, détaillant non seulement l'accord financier, mais aussi les conversations où mon fils parlait de moi avec un mépris qui m'a glacé jusqu'aux os. Elle ne durera pas 6 mois à la tête de l'entreprise, avait-il écrit à Victor Renard. Elle n'a jamais été que la comptable. Sans mon père pour la guider,
elle sera perdue. Ces mots m'ont fait mal d'une façon que je n'avais pas anticipée. Ce n'était pas la première fois que Benoît me sous-estimait, mais voir son dédain couché noir sur blanc, partagé avec des étrangers, transformait la blessure privée en humiliation publique. Maître Lefebvre a dû me rappeler que ces documents joueraient en notre faveur, qu'ils montraient clairement les motivations de Benoît. Mais la victoire juridique ne pouvait pas effacer la douleur d'avoir été ainsi diminuée par mon propre fils. 6 mois plus tard, le bureau de la fondation de Bourse Raymond Durand bourdonnait d'activité. L'espace, converti d'un ancien magasin de Chip-Chandler au bord du port, sentait la peinture fraîche et le café en train de passer. La lumière du matin entrait par les fenêtres, se reflétant sur la photo encadrée de Raymond accrochée au mur derrière mon bureau. Marianne était assise en face de moi, ordinateur ouvert, passant en revue les dernières candidatures pour les bourses. Nous avons 17 candidats ce cycle, dit-elle en remontant ses lunettes. 5 pour l'école maritime, 8 pour des programmes de formation professionnelle, 4 pour des universités traditionnelles. J'ai hoché la tête, satisfaite. Plus que le cycle précédent. Le bouche à oreille se répand. Ça aide que le port prospère. Les gens voient la stabilité et veulent en faire partie. Elle avait raison. Malgré les batailles juridiques des derniers mois, Maritime Durand avait non seulement survécu, mais prospéré. La découverte élargie avait révélé exactement ce que nous soupçonnions, l'accord de Benoît avec Côte d'Azur Développement pour vendre le port pour de la promotion immobilière une fois qu'il aurait pris le contrôle. Les preuves avaient été accablantes, non seulement juridiquement, mais devant l'opinion publique. La juge Perrault avait statué de manière décisive en notre faveur, maintenant le testament de Raymond et rejetant les prétentions de Benoît. La victoire aurait dû sembler complète, mais les blessures personnelles restaient ouvertes, guérissant lentement, si tant est qu'elles guérissent. Benoît et Geneviève avaient déménagé à Lyon peu après le jugement. Il avait pris le poste chez Côte d'Azur après tout, bien que leur plan pour notre port soit maintenant définitivement enterré. Nous n'avions pas parlé depuis le dernier jour au tribunal, quand il était passé devant moi sans un mot, la main de Geneviève agrippant son bras comme un étau. Lucie était une autre affaire. Après la fin du procès, elle avait tenu tête à ses parents, insistant pour maintenir le contact avec moi malgré leurs objections. Elle venait un week-end sur 2 maintenant, restant dans sa vieille chambre à la maison au bord de la mer, aidant à la fondation de bourse quand elle le pouvait. C'était une paix fragile, cet arrangement, mais c'était quelque chose. Un coup à la porte a interrompu mes pensées. Martin se tenait là, tanné par le vent et solide comme toujours. « Bonjour, Hélène. »« Marianne. »« Un moment ?» Je lui ai fait signe d'entrer. « Bien sûr. »« Un café ?» Il a secoué la tête. « Je voulais juste vous faire savoir que le marin est de retour de cale sèche. Réfection du moteur terminée. Comme neuf. Mieux peut-être. » J'ai souri. Raymond serait content. Il le serait. Martin a hésité, changeant de position. Il y a autre chose. Quelqu'un qui vous demande en bas, au quai principal. Il a dit que c'était important. Qui ? Son expression ne trahissait rien. Je pense que vous devriez voir par vous-même. Curieuse, j'ai attrapé mon manteau. La barrette en argent était déjà en place, comme elle était chaque jour depuis que je l'avais récupérée. Mon talisman, mon encre. Dehors, le port était vivant de l'activité matinale. Bateaux de pêche déchargeant leurs prises, équipe de maintenance au travail, les affaires régulières de la mer. J'ai suivi Martin devant le bureau principal jusqu'au quai central où les plus gros navires accostaient. Et là, debout au bout du quai, les mains enfoncées dans ses poches, se trouvait Benoît. Mes pas ont faibli. Il avait l'air plus mince, son visage plus ridé que dans mes souvenirs. Le costume coûteux avait disparu, remplacé par un jean et une vieille veste que j'ai reconnue comme l'une de celles de Raymond. Martin a légèrement touché mon bras. « Je serai près du bureau si vous avez besoin de moi », dit-il doucement, puis il s'est retiré, nous donnant de l'intimité. Je me suis approché lentement, m'arrêtant à quelques mètres. L'espace entre nous semblait plus large que la distance physique, un gouffre creusé par des mois de conflits amers. « Benoît », ai-je dit, ma voix plus stable que je ne me sentais. « Maman. » Il a regardé l'eau, ne croisant pas mes yeux. L'endroit a l'air bien. Occupé. C'est le cas. Nous avons une bonne saison. Il a hoché la tête, regardant toujours l'horizon. Lucie dit que tu as agrandi le programme de bourse. Nous avons 23 récipiendaires le cycle dernier. Plus à venir celui-ci. Un silence est tombé entre nous, rempli des cris des mouettes et des grincements des bateaux contre le quai. J'ai quitté Côte d'Azur, dit-il finalement, les mots sortant précipitamment. La semaine dernière. Je ne pouvais plus continuer. J'ai attendu, sentant qu'il y avait plus. Il s'est tourné pour me faire face enfin, ses yeux si semblables à ceux de Raymond, troublés hélas. J'ai été en colère si longtemps.
Contre papa pour avoir changé le testament. Contre toi pour t'être battu. Mais surtout, il a pris une profonde inspiration, surtout contre moi-même, pour être devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. L'aveu est resté suspendu dans l'air entre nous, brut et honnête d'une façon que Benoît ne l'avait pas été depuis des années. Geneviève est partie, continua-t-il. Elle a dit que je gâchais notre avenir. Peut-être que c'est le cas, mais je ne pouvais pas continuer sur cette route. Je suis désolée, ai-je dit, et je le pensais. Malgré tout, je détestais le savoir souffrir. Il a haussé les épaules, un geste si réminisce de Raymond que mon cœur s'est serré. Ça couvait depuis longtemps. Nous voulons des choses différentes. Nous les avons probablement toujours voulues. Un autre silence. Un bateau de pêche est passé, le capitaine levant la main pour me saluer. J'ai rendu le salut automatiquement. J'ai beaucoup pensé à papa, dit Benoît en regardant le sillage du bateau s'étendre sur l'eau, à ce qu'il a construit ici, ce que ça signifiait pour lui, ce qu'il voulait que ça signifie pour moi. Il a fait une pause. Je n'ai pas écouté. Je pensais mieux savoir. Nous faisons tous des erreurs, ai-je dit doucement. Certaines plus grandes que d'autres. Il a croisé mes yeux directement pour la première fois. J'ai fait un gâchis de tout, maman. Avec l'entreprise, avec toi, avec Lucie. Je ne sais pas si quoi que ce soit peut être réparé. La question est restée suspendue entre nous, non formulée mais claire. Y avait-il un chemin de retour depuis tout cela, un chemin vers la réconciliation? J'ai pensé à tous les mois de colère et de blessures, les mots cruels, les batailles juridiques. J'ai pensé à quel point nous étions proches de perdre tout ce que Raymond avait construit. Mais j'ai aussi pensé au petit garçon qui suivait autrefois son père sur les quais, les yeux écarquillés et pleins de rêves. Réparer les choses prend du temps, ai-je dit prudemment. Et du travail. Du vrai travail, pas juste des mots. Il a hoché la tête, acceptant cela sans argument. Je sais. Je suis prêt à mettre le temps, à faire le travail, si tu me laisses essayer. Je l'ai étudié, cherchant des signes de l'ancien sentiment d'avoir droit à tout, la dureté familière. Au lieu de cela, j'ai vu de l'incertitude, du regret, et quelque chose d'autre. Un écho de la fermeté de Raymond, enterré profondément, mais toujours là. Pourquoi ne pas commencer par déjeuner? Ai-je suggéré. Le café au bureau du port fait toujours la soupe de poisson préférée de ton père. Le soulagement a traversé son visage. J'aimerais ça. Tandis que nous marchions vers le café, côte à côte mais sans nous toucher, j'ai senti le poids de la barrette en argent dans mes cheveux. Le cadeau de Raymond il y a toutes ces années, un rappel des tempêtes traversées, des ancres qui tiennent à travers les nuits les plus sombres. Le chemin devant nous ne serait pas facile. La confiance une fois brisée ne se répare pas du jour au lendemain. Mais quand nous avons atteint la porte du café, Benoît l'a tenue ouverte pour moi avec un geste qui contenait à la fois déférence et espoir. « Après toi, maman », dit-il doucement. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti le changement de mer, le subtil basculement qui arrive quand la marée a atteint son point le plus bas et commence, presque imperceptiblement, à tourner. J'ai appris que les fins s'annoncent rarement en fanfare. Elles arrivent doucement dans de petits moments qui ne révèlent leur signification que plus tard. Il en va de même pour les débuts. 1 an après le décès de Raymond, je me tenais sur le quai principal de Maritime Durand, regardant le marin fraîchement rénové se préparer pour son retour cérémonial en service. Le vieux remorqueur brillait dans le soleil du matin, sa coque fraîchement peinte, les garnitures en laiton poli comme des miroirs. Sur le pont, Benoît bougeait avec l'aisance confiante de quelqu'un qui a retrouvé sa place. Au cours des 6 derniers mois, il avait travaillé de la base vers le haut, réapprenant le métier depuis la ligne de flottaison. Pas de traitement spécial, pas de raccourci, juste du travail honnête et une reconstruction progressive de la confiance avec les équipages qu'il avait autrefois vus comme l'ennemi. Ça n'avait pas été facile. Il y avait eu des jours de silence gênant, de vieilles blessures remontant à la surface. Des jours où je me demandais si nous nous leurrions, essayant de réparer ce qui avait été si profondément brisé. Mais il y avait eu aussi d'autres jours. L'après-midi où Benoît était passé à la maison pour aider à réparer la gouttière qui fuyait, travaillant côte à côte avec moi dans un silence confortable. Le soir où il avait rejoint une réunion de sélection de bourse, offrant des perspectives réfléchies sur les candidats. De petits pas, l'un après l'autre, construisant un nouveau chemin. Lucie se tenait à mes côtés maintenant, grande et confiante dans sa première année d'études maritimes, son avenir s'étendant devant elle comme une mer ouverte. Elle a glissé son bras sous le mien, tandis que nous regardions Benoît guider les derniers préparatifs. « Il est différent maintenant », dit-elle. « Plus comme le papa dont je me souviens quand j'étais petite. » J'ai hoché la tête, le voyant aussi. Les échos de l'homme que Benoît avait été avant que l'ambition et le ressentiment ne l'endurcissent. Les gens peuvent retrouver leur chemin vers eux-mêmes parfois, s'ils le veulent assez fort. Elle a serré mon bras. Comme toi après la mort de papy.
Je n'y avais pas pensé ainsi. Mais elle avait raison. Moi aussi j'avais été perdu un temps, à la dérive dans le chagrin et la trahison. Moi aussi j'avais trouvé mon chemin de retour. Pas vers qui j'avais été, mais vers qui j'avais besoin de devenir. La cérémonie fut simple. Martin a parlé brièvement de l'histoire du marin, le premier navire de la flotte Durand, la fondation sur laquelle tout le reste avait été construit. J'ai dit quelques mots sur Raymond, sur sa vision d'une entreprise qui servirait la communauté autant qu'elle se servirait elle-même. Et puis ce fut le tour de Benoît. Il se tenait sur le quai, le soleil du matin dans le dos, s'adressant aux équipages et citadins rassemblés. Beaucoup d'entre vous savent que je me suis perdu pendant un moment, commença-t-il, sa voix portant sur l'eau. J'ai oublié ce qu'était vraiment cet endroit, ce que mon père l'avait construit pour être. J'étais prêt à échanger quelque chose d'inestimable contre quelque chose de sans valeur. Un murmure a parcouru la foule. Ce genre d'honnêteté brute n'était pas courant dans notre petite ville, où les gens avaient tendance à couvrir les vérités inconfortables de politesse. Mais quelqu'un m'a rappelé ce qui compte, continua-t-il, son regard trouvant le mien dans la foule. Quelqu'un a eu le courage de tenir bon quand il aurait été plus facile de céder. Ma mère m'a appris que certains héritages ne se mesurent pas en euros, mais en vie touchée, en communauté renforcée, en travail qui compte. Ma vision s'est légèrement brouillée, et j'ai cligné pour la dégager. La main de Lucie a trouvé la mienne, serrant fort. Aujourd'hui, en remettant le marin en service, je ne célèbre pas seulement un bateau. Je célèbre un retour aux valeurs, un engagement à continuer ce que mon père a commencé, ce que ma mère a protégé, et ce que j'espère voir continuer pendant des générations. Il a fait un geste, et un jeune membre d'équipage lui a tendu une bouteille de champagne, le baptême traditionnel, mais au lieu d'avancer lui-même, Benoît s'est tourné et me l'a tendu. « Maman, voudrais-tu faire les honneurs ?» La foule s'est écartée tandis que je m'avançais, la bouteille fraîche dans mes mains. En prenant ma place à côté de Benoît, il s'est penché vers moi. « Merci, dit-il doucement, pour mes oreilles seulement, de ne pas avoir abandonné sur moi, d'avoir été l'ancre quand j'étais perdu en mer. » J'ai souri, sentant le poids de la barrette en argent dans mes cheveux, le talisman qui m'avait vu à travers les jours les plus sombres. Ensemble, nous avons balancé la bouteille, regardant le champagne éclater contre la proue du marin dans un jet de mousse et de verre. La foule a acclamé, et la corne du remorqueur a lancé un long blast triomphant qui a résonné à travers le port. En cet instant, j'ai senti la présence de Raymond si fortement que c'était presque physique, une main chaude sur mon épaule, une voix dans le vent. Pas parti, juste transformé. Présent dans l'entreprise qui portait encore son nom, dans le fils qui avait retrouvé son chemin, dans la petite fille qui portait son esprit en avant, et en moi, la gardienne de son héritage. Le marin s'est éloigné du quai, se dirigeant vers les eaux ouvertes, son sillage s'étalant derrière lui comme un chemin que d'autres pourraient suivre. Je l'ai regardé jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'un point à l'horizon, Benoît à mes côtés, Lucie de l'autre, nous trois liés non seulement par le sang, mais par quelque chose de plus profond, par le choix, par le pardon, par le travail patient de reconstruire ce qui avait failli être perdu. Ce soir-là, tandis que je me tenais sur la terrasse arrière de la maison au bord de la mer, regardant les étoiles émerger au-dessus de l'eau, j'ai tendu la main et retiré la barrette en argent. Dans le clair de lune, la date gravée brillait, le lancement du premier bateau, le début de tout. Pendant si longtemps, je l'avais portée comme une armure, comme un rappel de force quand je me sentais faible. Mais peut-être que maintenant elle pouvait être autre chose. Non pas un bouclier, mais une clé. Non pas une protection contre le passé, mais une ouverture vers l'avenir. À l'intérieur, je pouvais entendre Lucie et Benoît dans la cuisine, leur voix montant et descendant en conversation facile tandis qu'ils préparaient le dîner. Les sons de la famille, du foyer, de la guérison. J'ai glissé la barrette dans ma poche et me suis tourné vers la lumière chaude débordant des fenêtres. L'océan serait encore là demain, constant dans son changement. Pour ce soir, c'était assez d'entrer, de fermer la porte contre le vent de mer, et de rejoindre les personnes qui trouvaient leur chemin vers le rivage, changées par le voyage, mais enfin vraiment à la maison. Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous et n'oubliez pas de me dire de quelle ville vous regardez. Si cette histoire a touché votre cœur, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires sur la famille, le pardon, et comment trouver son chemin à travers les tempêtes de la vie.